Sunday Night Production. Je pense qu'on est toujours la même personne. Ce qui change, effectivement, c'est le regard qu'on porte sur le monde. Et ça, chacune de mes expériences de nomade, dont celle du Tour du Monde, vient changer mon regard sur le monde, bien sûr. Mais la quête du monde que j'ai en moi, la quête du monde et la quête de sens que j'ai en moi, elle est toujours aussi présente. En fait, ce Tour du Monde, c'était pas une parenthèse dans une vie autrement sédentaire. C'était une autre manière de vivre mon nomadisme. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Marie Léotet aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud, enchanté de faire ta rencontre. Eh ben également, tout le plaisir est pour moi, figure-toi, parce que j'ai tellement hâte de cet échange, de cet entretien, de cet épisode du podcast. Un grand merci à toi pour le temps que tu me consacres et le temps que tu vas consacrer aux auditeurs pour leur partager ton parcours, ton histoire, mais surtout ce fabuleux tour du monde en courant. C'est quand même extraordinaire. Je mesure à chaque fois la chance qu'est la mienne de rencontrer toutes ces personnes hyper inspirantes qui me partagent leur parcours et tu en fais partie. Donc Marie Léotet va nous expliquer son parcours et notamment ce formidable tour du monde qu'elle a terminé il y a quelques mois maintenant. Un parcours qui lui a fait courir 28 249 km en 697 jours de course, ce qui représente un marathon par jour sur 4 continents. Donc voilà, j'ai hâte de cet échange. Donc un grand merci pour le temps que tu nous consacres, Marie, mais tu n'échapperas pas à la première question que je pose systématiquement à mes invités. C'est Marie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? J'ai 46 ans, je m'appelle Marie Léotet. Je suis partie en décembre 2019 pour un tour du monde en courant en solo, sans assistance, et qui devait m'amener à travers 4 continents dans un sens ouest-est. Et puis voilà, j'ai fini ce tour du monde en septembre 2022. Voilà, un peu plus d'1 an, et je livre le récit de cette aventure dans un livre qui s'intitule « Le monde sous mes pieds ». Exactement. Et j'ai beaucoup aimé dans ta présentation, tu as dit « je devais », parce qu'il y a plein de péripéties, on va en parler. Tu as dû t'adapter à plusieurs reprises et faire preuve d'habileté, d'agilité et surtout de résilience pour continuer et garder la volonté de boucler ce tour du monde malgré les péripéties. Vous vous en doutez, les auditeurs s'en doutent, c'est ce Covid qui est intervenu et on va tout de suite refaire un petit saut à quasiment 4 ans maintenant, à quelques jours au moment où on enregistre cet épisode, puisque c'était le 6 décembre 2019. C'est une date importante dans ta vie, j'imagine. Il se passe quoi dans ta tête quand tu es le 6 décembre 2019 à Cabo da Roca, au Portugal ? Dans ma tête, c'est le feu d'artifice, c'est génial. C'est le moment que j'ai attendu pendant 2 ans. Il s'est écoulé en gros 2 ans entre le moment où j'ai eu l'idée de ce tour du monde et les préparations ont commencé immédiatement après l'idée et le moment où je pars. Donc là, je suis au Cap Roca le 6 décembre au matin. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, de commencer, de démarrer. Je sais que c'est une aventure formidable. Je sais que ça va être plein de surprises parce que c'est impossible de contrôler tout ce qui va pouvoir arriver. Surtout, c'est une aventure qui s'étale c'était prévu pour durer à peu près 2 ans, à travers 4 continents, sur la route tous les jours. Donc, je savais que ça allait être une aventure d'une richesse extraordinaire, inimaginable. Et j'avais qu'une envie, c'est que ça commence et j'ai la banane d'une oreille à l'autre. Il fait froid parce qu'on est à l'aube, le 6 décembre, sur la côte atlantique. Il fait un peu frais, mais à l'intérieur, je bouillonne. C'est formidable. Je sais que c'est le début de la plus belle aventure de ma vie. Donc, c'est un moment extraordinaire. Ouais, c'est vrai que ces moments-là, ces sensations-là, c'est des moments qui marquent une vie. Et puis, il va se passer tellement de choses. On va en avoir un petit aperçu pendant cet échange, mais il va se passer effectivement beaucoup de choses qui vont probablement changer le cours de ta vie derrière. Mais juste avant qu'on se lance dans
justement dans ce tour du monde. Moi, j'avais quelques questions. Déjà, quand tu pars, effectivement, hein, j'explique pour les auditeurs et les auditrices, c'est que tu pars avec une poussette. Mais sur cette poussette, c'est ta vie, en fait. Tu expliques que tu as tout vendu, tu t'es séparé de tous tes biens, ou alors tu les as laissés chez des amis ou chez tes parents pour certaines choses. Mais en tout cas, voilà, tu pars avec tout ce que tu as, c'est-à-dire un sac, une poussette pour justement transporter ses affaires. Mais ton monde est avec toi, est dans cette poussette, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'était quelque chose, du moins ce concept-là, c'est quelque chose avec lequel j'étais un peu familier, vu que ça faisait 20 ans que je menais une existence On va très y revenir, nomade. effectivement, tout à fait. Donc j'étais rompu à l'exercice qui consiste à quitter un endroit pour aller ailleurs avec littéralement 2 valises sous le bras. Je me suis jamais encombré comme je dis dans le livre, je possède rien. Hein. Moi, à 40 ans, avant de partir dans ce tour du monde, j'avais ni maison ni meuble. Hein. J'habitais dans dans les appartements que je louais ou quoi. J'avais très peu de possessions. Donc, en fait, quand ce tour du monde est arrivé, c'est pas comme si tout d'un coup c'était un casse-tête chinois de savoir tout ce que j'allais faire de tous mes biens. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai pacté les cartons de livres que j'avais. Ça, c'est ma seule possession qui m'ont attendu dans un garage à Paris. Et puis, le reste, voilà, j'ai vraiment minimisé au maximum. Je suis parti pour ce tour du monde avec un sac d'affaires de littéralement de 12 kilos, voilà, que je transportais dans cette poussette parce qu'il m'est apparu que ça allait pas être possible tout à fait. Enfin, ça aurait été possible, mais il y aurait eu un gros risque de le mettre dans un sac à dos et de le porter sur le dos parce que courir un marathon tous les jours. Ouais, risque de blessure. Ouais. Exactement. Donc j'ai cherché une autre solution. J'ai regardé ce qui s'était fait avant. Mes prédécesseurs, hein, il y avait 6 personnes qui avaient déjà fait un tour du monde en courant avant moi. Et puis voilà, la solution de la poussette est apparue comme une très bonne solution finalement. Et puis on en parlera peut-être plus tard, mais elle a joué un rôle crucial dans ce tour du monde. On va en parler effectivement, la même a surnom, je crois, cette poussette, donc on va y revenir. Donc effectivement, donc tu parles le 6 décembre avec cette poussette. Il y a tes parents également qui ont joué un rôle important. Et ce tour du monde joue un rôle également important dans la relation nouvelle hein, que tu vas nouer quelque part avec tes parents à travers ce tour du monde. Mais il y a quelqu'un qui ressort également beaucoup dans ce livre, qui revient par paragraphe, on va dire. C'est le rôle qu'a joué ta grand-mère. Oui, ma grand-mère était déjà un peu un fil conducteur dans ma vie nomade, et dans la réalisation de ce tour du monde, je l'ai retrouvée aussi pour plusieurs raisons. D'une part, cette grand-mère, elle avait vécu une jeunesse entre 2 pays. Elle venait de la Suisse italienne. Elle passait 6 mois de l'année là-bas, 6 mois de l'année à Paris. Elle a grandi entre 2 cultures, entre 2 pays. Elle avait un père qui avait fait, donc mon arrière-grand-père, du coup, avait fait partie de la fameuse immigration italienne aux États-Unis, avait baroudé un peu, avait vécu en Californie pendant plus d'une dizaine d'années, en faisant 1000 sortes de métiers différents. Enfin, il y avait une espèce de trame nomade un peu comme ça dans la famille. Et cette grand-mère, du milieu des années 60 jusqu'aux années 80, elle était à la tête de la première bibliothèque féministe de France, qui était la bibliothèque féministe de la ville de Paris. Et le travail qu'elle faisait dans cette bibliothèque, ma grand-mère, c'était justement d'essayer de redonner aux femmes la place qui leur revient dans le monde de la littérature. On parle, je ne sais pas si vous êtes familier de ces termes-là, mais c'est vrai que les femmes qui ont accompli des choses ont souvent été invisibilisées, que ça soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la science ou autre, ou par exemple leurs trouvailles étaient attribuées à des hommes. Voilà, on ne parlait pas ou on invisibilisait ces femmes qui accomplissaient des choses à l'égal des hommes finalement. Et donc dans ce domaine de la littérature, ma grand-mère pendant plus de 20 ans s'est mise à la tâche s'est attelée à leur redonner une place, à peupler les étagères vides de cette bibliothèque qu'elle avait dont elle avait pris la direction où il n'y avait pas grand-chose. Et elle n'était pas vraiment féministe militante du tout, cette grand-mère, bien qu'elle ait, j'imagine, ses convictions, mais elle m'a un peu fait mon éducation sur ce sujet-là, au détour de petites remarques, de petites anecdotes qu'elle me partageait, voilà. Et puis c'est sur les étagères de l'appartement de ma grand-mère que j'ai découvert un livre. J'avais 15 ans, qui a un peu scellé mon sort, comme j'explique dans le bouquin. Voyage avec Charlet, c'est ça? Ah ouais, le livre de Steinbeck. Et en fait, c'est la première phrase. C'est fou parce que j'ai jamais eu c'était la première fois que je lis un livre qui me colle un coup dans la mâchoire, là, un uppercut, dès la première phrase. Et en fait, le personnage dit un truc du genre quand j'étais jeune et possédé du désir d'être toujours ailleurs, les gens mûrs m'assuraient que cette maladie-là finirait par guérir.
Et en gros, il dit, les années ont passé, rien n'y fait, je crois que c'est une maladie incurable. Et en fait, il parle du nomadisme. Et moi, j'ai 15 ans et je sentais que c'était en moi. Et en fait, en lisant cette première phrase de ce bouquin, je ris, enfin, je suis heureux, je me dis, bon, voilà, c'est pas foutu, voilà, quelqu'un vient de me diagnostiquer et de mettre un nom quelque part, sur ma... tu te dis, enfin, je sais. Quelque part, tu te dis, enfin, je sais ce qui bouillonne en moi, quels sont les traits de mon caractère que je commence à ressentir. Donc là, effectivement, tu l'as dit, tu as 15 ans. Et 5 ans plus tard, donc à 20 ans, tu pars via Erasmus, justement. C'est là que commence ce que tu appelles le nomadisme, cette envie de te déplacer, de bouger. On va le voir, effectivement, tu l'as dit, tu n'as jamais eu d'appartement, jamais de meubles. Depuis 20 ans, depuis que tu as 20 ans, tu es en permanence aux quatre coins du monde de par ton travail. Tu saisis les occasions, les opportunités qui t'emmènent à l'autre bout du monde. Donc c'est comme ça que ça commence. Si on va un petit peu sur ton parcours personnel aujourd'hui, tes études, comment va se construire ta vie perso, professionnelle. Elle est liée quelque part parce que c'est ton travail justement que tu vas saisir à chaque fois dans différentes structures qui vont t'emmener à être expatrié. Exactement. Donc, je pars, à l'origine, je pars juste pour 1 an à l'étranger pour terminer mon deuxième master. Et puis une opportunité se présente. Et en fait, à partir de cette première opportunité que je prends juste à la fin de mes études pour prendre un premier boulot là-bas, j'étais en Écosse à l'époque. Alors, j'ai beaucoup aimé, excuse-moi Marie, mais j'ai beaucoup aimé l'anecdote entre la Norvège et l'Écosse. Bah oui, j'ai beaucoup aimé. À mon entretien Erasmus, on me dit que c'est bon, que j'ai décroché, que je vais pouvoir partir pour une année de master à l'étranger. Et puis, on me propose Glasgow et j'ai confondu avec Oslo. Je m'imaginais en Norvège et je me suis retrouvée avec Glasgow en Écosse. Voilà, bon, c'est assez rigolo. Mais donc, et à partir du moment où, à la fin de ces études, j'ai cette première opportunité de travailler et donc, du coup, de ne pas revenir en France, je comprends que c'est comme ça qu'il va falloir que j'opère, c'est-à-dire de saisir les opportunités. Et c'est pas toujours évident dans le sens où, au début, du moins, je pense qu'il y a une espèce de peur où on se dit, mais je maîtrise pas super bien la langue, je sais pas, c'est déjà une appréhension de se lancer dans quelque chose. Et en fait, c'est ce que j'appelle ces petits sauts dans le vide où à chaque fois on se dit, bah tant pis, j'essaye quand même. Je suis pas, mon anglais est peut-être pas parfait, je maîtrise pas très bien le sujet, mais je vais y aller, je vais me lancer, je vais faire du mieux que je peux et puis on verra. Et en fait, ces petits sauts dans le vide à chaque fois que je prends un nouveau boulot, que je vais dans un nouveau pays, etc. Maintenant, je parlais déjà 4 langues à l'époque. Et ça me permet on prend confiance et on va à chaque fois on va plus loin et moi c'était le nomadisme en fait il représente la quête du monde en moi et en fait d'avoir l'audace de faire ça à chaque fois, l'audace d'y aller même si au fond de moi j'ai des doutes comme tout le monde, et ça m'a permis de mener cette existence de nomade que je recherchais vraiment, qui était la quête de quelque chose de plus profond en moi. Et j'y allais au gré des opportunités professionnelles parce que c'est comme ça que je pouvais me permettre de bouger. Moi, j'ai pas sans travail, pas d'argent. Sans argent, je rentre à la maison. Donc, il fallait que je puisse justifier de mes déplacements. Il fallait qu'ils soient cohérents. Je me déplaçais un peu comme ça, seul à travers le monde. Donc voilà, ma grande liberté, c'était d'utiliser ce que j'avais, c'est-à-dire mon audace, ma maîtrise des langues, et puis l'envie d'en découdre à chaque fois. Alors, il y a un petit peu de bluff également, parce que ta validation d'un poste en Grèce, c'est un petit peu, on te dit, est-ce que tu parles grec ? Oui, c'est bon, je vais me débrouiller. Puis au final, t'es pas très très sûr de toi. Il y a beaucoup d'audace dans cette prise de poste-là, et c'est comme ça que tu te retrouves en Grèce, qui joue un rôle d'ailleurs important. Tu en parles dans ton tour du monde, on va y revenir, mais oui, il y a du bluff, pardon, mais comme tu le dis, mais c'est un bluff et c'est pareil pour le tour du monde, parce qu'on peut dire la fille. Oui, c'est jetant, c'est un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide, effectivement. Oui, mais c'est doublé de quelque chose d'autre. C'est doublé d'une grande discipline, parce qu'il faut pas confondre, il faut pas penser qu'à chaque fois je me lance et puis que je suis là avec mon petit filet à papillon. Exactement. Et quand par exemple, effectivement, pour ce poste en Grèce, quand on me le propose et qu'on me dit tu connais un peu le grec, toi, j'ai pas menti dans ma réponse, j'ai été très vague. J'ai dit oui. Vaguement. Et en fait, comme ils savaient que je parlais déjà 3 langues, ils se sont dit bon, on va pas lui faire un test. Elle dit qu'elle parle un peu, c'est qu'elle doit savoir en fait. Et donc j'y suis allée. Mais par contre, il y avait 3 mois entre le moment où on m'a dit c'est bon, tu décroches le poste, et le moment où je suis allée en Grèce. Et pendant 3 mois, c'était une discipline de fou. Je suis arrivée au bout de 3 mois, j'étais déjà au niveau conversationnel en grec. Donc à chaque fois que je fais un saut dans le vide, il y a quand même une discipline de fou derrière et un boulot assez intense pour m'assurer que je vais être à la hauteur. C'est pas des sauts dans le vide irraisonnés, parce que je pense que de toute façon, ça n'aurait pas tenu la route. Non, mais ça c'est clair. Quand tu fais depuis si longtemps,
Exactement. Quand tu fais si longtemps, quand tu as si longtemps ce mode de vie, si c'était pas réfléchi, bien encadré quelque part, tu vois, bien encadré, ou en tout cas avec un cadre où tu sais quand même, même si tu sais pas où tu vas, tu sais que, moi, c'est souvent un petit peu l'image que j'ai, c'est-à-dire que c'est un peu cette personne qui va sauter dans le vide, mais qui est convaincue que, alors même qu'elle sera dans le vide, elle va trouver les solutions et les ressources pour construire ce pont qui va l'emmener sur la rive opposée, tu vois. Voilà, mais Donc pas c'est de manière abstraite, de manière très concrète. Et c'est marrant parce que exactement. je l'ai eu une fois cette réflexion. Je l'ai pas eu souvent, mais une fois quelqu'un m'a dit, mais toute cette discipline quand même que tu t'imposes, du coup, t'as plus de liberté. Et en fait, j'avais envie de dire, mais c'est tout l'inverse. C'est justement Bien parce au que contraire. Ah oui. je m'insuffle cette discipline qui, moi, ne m'apparaît pas comme une contrainte, que je suis la plus libre possible. Moi, je connais pas grand monde qui est aussi libre que moi. J'ai l'impression de vivre une vie extrêmement libre, libre d'attache, libre de tout ça. Mais ça vient avec un corollaire qui est cette discipline que je m'impose. Sinon, il y a pas de liberté, il y a pas de création, il y a pas de découverte. Exactement. Exactement. Et puis c'est vrai que donc tu pars à 20 ans et ce que tu décris, cette sensation que tu as également, c'est que tu te dis, si je reste en France, quelque part, la partie est jouée d'avance. Euh, Ça, moi, ça m'a beaucoup marqué, c'est le fait de dire, je veux fuir quelque part cette, je sais pas si on peut dire cette mentalité, cette ambiance, mais en tout cas, si je reste en France, avec le poste ou les études que j'ai fait, bon bah voilà, ma route est quelque part, elle est toute tracée. Oui, c'est Elle ça. est toute tracée, mais moi j'ai pas envie de ça en fait. Donc je fuis ça, je tente ma chance à l'étranger pour justement rencontrer, découvrir, apprendre. Oui, c'est ça. Moi, j'avais l'impression qu'en fait, ma vie en France, elle allait manquer de surprises. Moi, j'adore être surprise, j'adore les surprises, j'adore ne pas savoir ce qu'il y a au prochain virage, j'adore ne pas savoir ce qu'il y a derrière la montagne et d'y aller parce que j'ai une curiosité qui est inextinguible presque. Euh, j'ai cet esprit qui est toujours en éveil et j'ai l'impression qu'en fait, ça n'allait pas me satisfaire. Euh, j'ai l'impression que voilà, en France, on saurait que j'ai fait mes études dans telle université, que j'ai fait mes premiers pas dans telle boîte, et qu'en gros, c'est sur un espèce de parcours où il y a une espèce de logique de progression. Moi, j'aime bien les parcours cassés, les parcours brisés. J'ai brisé 1000 fois mon parcours dans ma vie professionnelle. Faut pas s'imaginer que c'était une ligne droite. Hein. Euh, Ma carrière dans la finance, j'ai commencé prof de droit, je suis allé dans la finance. Au bout de quelques années, j'ai tout cassé pour montrer ma boîte dans l'événementiel sportif pendant 5 ans. Et puis, je suis parti à l'autre bout du monde en Asie. Et puis, et je l'ai remis 1000 fois sur pied ma carrière et puis au bout de 20 ans je l'ai complètement mise de côté pour faire ce tour du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans les parcours cassés qu'il y a le plus de belles surprises. Et en fait, c'était la première fois où j'ai cassé ce parcours, cette ligne droite, c'était en partant de France et en me disant bah voilà, là il y a une cassure parce que du coup je pars et je reviens pas. Et voilà, et je vais dans un endroit, dans un environnement que je maîtrise pas. Et c'est justement parce que je le maîtrise pas et que je le connais pas qu'il va falloir que je m'approprie. Il va falloir faire tout ce cheminement et c'est évident qu'il va y avoir des aventures, des surprises, des rencontres, etc. Donc en fait, on cherche ça, on le déclenche. Et c'est comme ça que justement, 2 ans avant de t'élancer en 2017, donc tu es à Singapour, dans un décor que beaucoup de touristes trouvent féerique, hein, ces grands buildings, ces hôtels très luxueux. Toi, tu es installé depuis quelques années là-bas et c'est à ce moment-là, je dirais presque à cet instant-là, au moment d'un échange sur un call téléphonique, un meeting téléphonique que tu trouves très très long, pas très intéressant, et comme on fait parfois quand on est en communication, ou en tout cas à l'écoute lors de réunions ou de visio, on griffonne un peu sur son bloc-notes, et là tout commence, et c'est une question que j'avais prévue un peu plus tard, mais j'ai envie de te la poser maintenant, Marie, c'est: est-ce que tu te souviens des instants avant ce dessin qui va quand même changer beaucoup de choses dans ta vie? Mais parle-nous de cet instant-là. Oui, c'était un instant. C'est marrant parce que finalement, il est assez similaire en termes de sensations. Hein. Au moment où je termine mon tour du monde et j'ai, j'ai cette impression de me dissocier de moi-même tellement il est fort ce moment. Et l'émotion est tellement forte, j'ai l'impression de me dissocier parce que je peux pas être dans cette émotion qui est tellement énorme et j'ai l'impression de flotter dans une espèce de vide cérébral, émotionnel. Ça dure pas très longtemps, mais ça, c'était la sensation à la fin du tour du monde. Et finalement, tu me poses la question, c'est marrant parce que je viens de faire le lien. Au moment où je dessine cette petite bonne femme là qui court autour du monde sur mon calepin dans cette réunion où je m'ennuie, euh, j'ai le nez collé sur la baie vitrée. Je suis au 30e étage de ce building à Singapour dont tu parles. Et la ville, effectivement, c'est des constructions futuristes. C'est une boule Apple qui flotte sur l'eau. C'est un,
un building avec 3 tours et un bateau au-dessus avec des palmiers, une piscine à débordement. Enfin, tout est complètement fou. Et donc, j'ai le nez en l'air, je m'absente en fait de moi-même et je griffonne ce que je vois et je m'absente. Et j'ai l'impression que c'est justement dans ce moment d'absence de moi-même où je me dissocie peut-être un peu que j'ai pu formuler en fait cette idée complètement dingue et tellement chargée parce qu'elle représente tout pour moi, alors que je le savais pas, 5 minutes auparavant, Bien on sûr. m'aurait dit tour du monde en courant, j'aurais ricané, peut-être, je sais pas, mais il a fallu qu'il vienne dans ce moment-là où j'étais un peu absente, finalement. Et quand je raccroche le téléphone et que je regarde comme ça, je balaye d'un regard mon calepin, et là, j'accroche, je vois cette espèce de petite map monde avec une petite bonne femme qui ressemble à Mafalda, qui est en train de courir dessus. Et là, je pense que j'ai vraiment un long moment où je scotche sur ce dessin complètement. Et après, tout se fait très rapidement. En gros, après 5 minutes à fixer ce dessin, je crois que je vais directement sur Google et je fais est-ce que ça existe de courir autour du monde? Est-ce que ça a déjà été fait? Voilà, et là, tu vas prendre une deuxième claque. Donc, c'est pour ça que je dis, mais cet instant, c'est marrant, parfois dans la vie, il se passe des choses, il faut savoir aussi saisir les opportunités, être ouvert à ça, laisser son esprit un petit peu vaguer. Et en fait, cet instant, et c'est vrai qu'il est presque aussi fort que quelques années plus tard où tu termines ce tour du monde, parce que là, c'est un carrefour, moi j'appelle ça des carrefours de vie, mais je sais même pas si on peut dire un carrefour de vie ou une explosion, je saurais pas trop dire, mais en tout cas l'impact va être énorme, le fait d'avoir laissé vaguer ton esprit, de griffonner comme ça machinalement comme on le fait, et puis en fait machinalement je sais pas si c'est ton mental, ton cerveau, ton esprit qui a pris le relais sur la commande de tes mains et de ton stylo, mais en tout cas, voilà, il y a une personne que tu dessines, qui ressemble à Mafalda et qui est avec cette terre, qui court autour de cette terre. Et là, là, tu prends une grosse claque et on va y venir aux 5 minutes derrière où tu vas sur Google chercher des renseignements, mais juste avant, ton métier, alors que tu étais nomade tout autour du monde, est-ce que tu avais un métier, une spécificité qui fait que les grandes entreprises dans lesquelles tu as travaillé t'ont embauché pour cette compétence, ou est-ce que tu as fait plusieurs jobs pendant toutes tes années de nomadisme? J'ai fait plusieurs jobs, bien sûr, mais je pense que ce qui a fini par me rendre intéressante, en fait, dès le début. Donc déjà, j'étais très jeune, j'avais 2 masters en poche et je maîtrisais plusieurs langues étrangères. Donc déjà, dès le début de ma carrière, ça en Écosse, ça intéressait. Et puis, le fait que j'avais cette volonté d'exprimer ce que je savais être, je savais que j'étais une nomade, je savais que ça allait être ma vie, je savais que c'était ma vie, j'attendais que ça démarre, en fait. Ça montrait aux gens pour lesquels je travaillais, que ce soit en Écosse ou après ailleurs, dans tous les pays où je suis allée, que j'avais une grande flexibilité, une grande adaptabilité et la volonté de m'adapter, de découvrir, d'arriver dans des pays étrangers et de pas aller au clash, de s'adapter, de comprendre, etc. Donc en fait, c'est cette chose-là, j'ai mis du temps à le comprendre, qui fait que j'étais désirable en fait pour ces entreprises qui voulaient envoyer des gens à l'étranger, qui voulaient voilà, on m'a envoyé en Grèce comme ça pendant 1 an. Je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Asie, à Singapour, etc. Et à chaque déplacement, il y avait cette idée que j'allais pouvoir faire le job parce que c'est pas un truc précis en fait, mais c'est une grande adaptabilité, une grande flexibilité, la maîtrise des langues et l'envie de pas arriver dans un pays en disant les choses sont comme ça parce que c'est comme ça qu'elles marchent, mais c'est l'envie de savoir comment ça marche à l'étranger, d'essayer de ramasser ce qui marche bien, de faire des comparaisons. C'est un espèce de benchmarking intellectuel qui se fait. Et c'est ça qui vous rend désirable. Mais ça, je veux dire, ça s'apprend pas à l'université, ça s'apprend pas à l'école. C'est sûr. C'est quelque chose qu'on a en soi qui fait qu'on est désirable pour les autres. Voilà. Mais j'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu mener cette vie où effectivement, au gré des opportunités et des envies, j'allais me relocaliser dans toutes sortes de pays. Bon, voilà, je voulais juste faire cette parenthèse pour que les gens comprennent bien et situent effectivement, mais c'est hyper intéressant. Et je reviens juste sur donc cette petite Mafalda que tu dessines, qui court autour de cette terre. Ces 5 minutes j'allais dire, de solitude, de déconnexion, où là, tu te retrouves face à ce dessin en te disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te renseignes, et là, tu te rends compte que ça existe. Il y a déjà des personnes qui ont fait ce tour du monde. Il y a un organisme, la WRA, qui régit quelque part ce tour du monde avec des règles.
Euh, et donc 6 personnes, 5 hommes et une femme, Rosie Swall Pope, ces 6 personnes ont déjà fait ce tour du monde en courant. Donc tu t'es dit, probablement, donc c'est possible. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est la nuit d'après. C'est-à-dire la nuit d'après, quand tu as ce dessin, ce moment où tu te rends compte de ce que tu as dessiné pendant un moment d'absence, le fait qu'il y a déjà 6 personnes qui l'ont fait, comment ça se passe les heures, les minutes, la nuit d'après? Est-ce que c'est une nuit blanche à gamberger, à se dire, mais en fait, c'est possible? C'est pas qu'une nuit blanche, en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est un sentiment qui m'a, à partir de ce moment-là, à partir du moment où effectivement, je sais que 6 personnes l'ont fait, donc je me suis dit, donc c'est faisable. C'était la validation immédiate de mon idée, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est les préparations qui commencent immédiatement. C'est ça qui est difficile parfois pour les gens à imaginer, c'est-à-dire que je laisse pas l'idée mûrir. L'idée est arrivée, elle est validée immédiatement par ma recherche Google. Les préparations commencent tout de suite parce que justement, ça bouillonne dans mon esprit, mais ça bouillonne de manière très ordonnée. Ouais, ça t'anime et ça t'enthousiasme tout de suite. Et tout de suite, je sais ce que j'ai à faire. Et je crois que dès le lendemain, je me dis, il va falloir que je sois prête financièrement, logistiquement et physiquement. Voilà, il y a 3 axes. Exactement. Et je me fixe pas de date. Je me dis pas, je partirai dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Je me dis, je vais faire tout ce que je peux. Et puis, il y aura un moment où je saurai que c'est, voilà, que je suis prête au maximum. Mais j'avais quand même des marqueurs. Par exemple, financièrement, il fallait que j'ai tant d'économies. Donc, il a fallu que je calcule, hein, et ça a pris du temps aussi. Combien ça va me coûter tous les jours d'être sur la route, de me loger, de me nourrir, voilà. C'est clair, parce que c'est 700, effectivement, c'est quasiment 700 jours de course. Alors avec le Covid et tout, ça a pris beaucoup plus, hein, on est à plus de 800 jours, mais tout ça se calcule, combien de repas, combien d'hébergements, combien de ravitaillements, le matériel, l'équipement, les transferts. J'ai une petite idée de toute cette organisation, donc... ouais, Par exemple, financièrement, important. je me fixe un objectif. Financièrement, je me dis, bah voilà, je vais finir en calculant ma logistique, c'est-à-dire en faisant ce tracé étape par étape de tout ce tour du monde, hein, parce qu'il a été tracé étape par étape, vu que j'y allais en solo. Hein, je voulais avoir le moins d'incertitudes possible, même si bien sûr les incertitudes sont arrivées le moment où le plan a volé en éclats, notamment avec le Covid, mais ça, c'est pas grave, c'est la nature du plan de voler en éclats. Ça fait partie, ouais, sur un temps aussi long, c'est normal. Oui, bien sûr. Donc, je le savais. Mais néanmoins, en faisant cette préparation logistique, je préparais aussi financièrement. Et ces 2 ans de préparation, je mettais tous mes salaires de côté. Je dépensais. J'avais, comme on dit en anglais, il y a une expression que j'aime bien. On dit, elle a les poches longues et les mains courtes et les bras courts. Voilà. Je vivais très chichement parce que dès que j'allais faire une dépense, je me disais, ah, ça, là, ça coûte 1/3 d'une journée sur le tour du monde. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Bah non, ça vaut pas le coup. Donc, c'est là où tout dépend, où tu positionnes ta motivation, effectivement. Hein. C'est intéressant ce que tu dis. Et ça, c'est dès le début. Donc, dès ce petit dessin, en fait. Et donc, je m'étais dit, voilà. Puis physiquement, il se trouve que mon boulot, il se trouvait à 20 kilomètres exactement de ma maison. Donc, je décide de rentrer tous les soirs en courant. Et donc, ça me faisait un demi-marathon par jour. Et je me disais, ce demi-marathon, je le fais sans pression, sans rien. Moi, je vivais seule à l'époque, donc personne m'attendait chez moi. Donc, j'y allais sans pression pour revenir. Je faisais au rythme qui me convenait, qui venait instinctivement. Et je me disais, mais ce demi-marathon que je fais sans aucun problème tous les jours, alors que attention, hein, c'est Singapour, il fait 40 degrés, il fait 90% d'humidité, c'est des conditions difficiles. Et je me dis, bah, si on m'enlève ma journée de travail et que tout ce qui me reste à faire de la journée, c'est un autre demi-marathon, bah, c'est possible. Je me fie de la Là aussi, c'est intéressant. Là aussi, c'est intéressant, Marie, quand tu dois commencer à te rendre compte, de par justement cette prépa physique, que physiquement, en tout cas, c'est possible. Parce qu'il y a un vrai écart entre, bah, tiens, j'ai un projet et bah, ça va être difficile, mais je devrais peut-être y arriver. Et le moment où tu te dis, bon, là, physiquement, je suis convaincu que ça va le faire. Donc là, j'imagine que ton niveau de motivation fait un bond en avant. Oui, et ben c'est pour ça qu'il faut pas. Enfin, j'entends des fois, je sais plus qui m'a dit, oh là là, on lit ton livre, on a l'impression que tout était facile pour toi. Et je dis non, lisez bien, c'est pas ce que j'explique. Ah non, ouais, c'est pas la sensation que j'ai eue. Ouais. Mais peut-être justement parce que je décris pas les difficultés auxquelles les gens s'attendent. Mais en fait, elles sont pas arrivées. Et moi, j'ai dit, dès que j'ai une idée, en fait, si on dans mon esprit, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Chacun est branché différemment. Hein. Mais moi, quand j'ai une idée un peu folle comme ça, comme par exemple ce tour du monde, plutôt que de laisser mûrir l'idée
et puis de laisser mûrir toutes les peurs qui vont avec, tous Ah bah les ben non, doutes, ça, etc. mais ça, c'est... Je le mets tout Oui, de suite au test de la réalité pour c'est voir, clair. pour avoir les réponses. Parce que sinon, en fait, ce qu'on finit par faire, Tu si on vas laisse voir que les mûrir les freins. trucs, Tu vas voir que les freins. Que les freins. exactement. Et c'est des questions qu'on me posait quand je disais parfois, voilà, je vais faire ce tour du monde. Ah, mais t'as pas peur, t'es toute seule. Ah, mais on va attendre par jour, tu vas t'abîmer les genoux, tu vas revenir dans un fauteuil roulant. Enfin, bon, tous les trucs possibles, imaginables. Ah, puis tu vas traverser les États-Unis, ils ont tous des flingues là-bas, tu vas te faire tirer dessus. Ah, puis l'Amérique du Sud, le trafic de drogue, le machin. Enfin, j'en entendais des vertes et des pas mûres, mais tout ça, c'est les peurs des autres. C'est les peurs des autres, C'est effectivement. les peurs des autres, et c'est pas les miennes. Ouais. Et moi, je les ai pas, non pas parce que je suis inconsciente ou complètement naïve, mais parce que je mets tout de suite les choses à l'épreuve du test de la réalité. Oui, et puis tu les travailles. Et on Et les puis tu travaille. les travailles. Et pareil, On va y travaille revenir. l'itinéraire, et on se renseigne sur les pays Exactement. qu'on traverse. Et puis on y va, tout simplement, ma vie nomade, elle m'avait déjà confrontée à Ouais, la peur t'avais été aguerri à d'autrui, ça. à la peur de l'ailleurs, etc. Donc finalement, c'est allé très vite. Et à partir du petit dessin, j'ai Tout engrangé s'est les 3 enclenché. axes de préparation, et puis j'y suis allée sans me mettre de pression, mais avec une détermination juste extraordinaire, en fait. Une Ouais, et puis tu détermination vois, à travers ton sans faille. livre, alors c'est vrai que j'en étais quasiment déjà convaincu avant, hein, mais à travers ton livre et toutes les petites histoires, on a déjà commencé à donner quelques anecdotes, mais on va en donner d'autres à travers cet épisode. Mais parfois, il y a des personnes qui sont mises comme ça sur notre route. Je suis convaincu que c'est pas du hasard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis convaincu que c'est pas du hasard. Et à travers ton livre, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a plein de sauts en arrière dans ton histoire, dans ta vie. Des personnes qui étaient là, tu passes, on a parlé de Mafalda, tu vas passer à travers ton tour du monde, tu vas te retrouver devant une statue de Mafalda parce que c'est la ville, le village Ouais. de son créateur, alors que tu l'avais pas du tout pointé de manière volontaire. Mais il y a plein de petites anecdotes qui font comme ça qu'à un moment donné, les planètes s'alignent, où les gens, il y a des rencontres qui se font qui, à mon sens, ça peut paraître du hasard, mais je suis convaincu que ça ne l'est pas. Et comme tu fais bien les choses, au moment donné où tu as eu l'idée, bah tu t'es rendu compte qu'il y avait 6 personnes qui l'avaient fait, dont un Français. Et puis un Français, alors là aussi c'est marrant, parce que ce Français, Serge Girard, bah figure-toi que Serge Girard, c'est cette personne qui m'a aussi donné l'envie de partir à l'aventure. Lors d'une conférence, voilà, c'était dans les années 2000 peut-être. C'est cette personne qui m'a donné l'envie de partir à l'aventure. Et c'est surtout l'invité numéro 1 du podcast Ultra Talk. Oh, extraordinaire. Quand il a lancé... je suis fan de Serge. J'ai eu la chance d'aller passer une après-midi avec lui là, quand je suis rentré sur Rouen il y a 1 mois ou 2. Et il est solaire, il est extraordinaire. Ah ouais, quand j'ai eu l'idée de cet épisode, tu vois, quand j'ai eu l'idée de ce podcast, et je me suis dit, il faut que je commence par la personne qui m'a inspiré, alors que je débutais ma vie professionnelle dans les assurances aux AGF. J'avais été convié à un meeting avec l'équipe de France de handball, et lui était là en tant qu'intervenant, conférencier, et parlait de sa traversée d'Australie. À ce moment-là, il n'avait pas encore fait le tour du monde, mais j'avais été marqué par ce type qui vivait ses rêves, en fait. Voilà, tu vois, il avait une idée, il mettait en place les choses, et il avait cette liberté travaillée, tu l'as dit, bien évidemment, de vivre ses rêves. Et Serge Girard, donc tu prends contact avec lui, et quand j'ai vu son nom, je me suis dit comme quoi c'est marrant, parce que c'est l'épisode, voilà, c'est le premier épisode du podcast Ultra Talk, il y a 6 ans maintenant, qui est sorti en janvier, quasiment pareil, jour pour jour, au moment où ton épisode va sortir. Et je vous invite à retourner l'écouter. Alors vous verrez, hein, vous entendrez l'évolution du podcast, la progression aussi dans mon fil conducteur. J'ai progressé, mais voilà, en tout cas, c'était un épisode formidable. Donc tu prends contact avec Serge et avec d'autres, hein, tu prends contact également avec Tom Dennis. Ouais. Mais donc tu te renseignes, tu prends de l'expérience de gens qui l'ont fait, où c'est pas que des paroles, c'est pas de l'apprentissage, comme tu l'as dit, c'est pas un banc d'école, ce sont des personnes qui l'ont vécu. Ouais. Oui, pour moi c'était très important parce que d'abord il y en avait que 6, et en fait la première chose que j'ai fait naturellement c'est d'aller lire les livres, hein. Rosie, Tom, Serge, Jesper, ils ont écrit des livres, donc je me les procure immédiatement, je les lis. Certains en ont écrit plusieurs, hein. Serge a écrit 3-4 bouquins, Le marin des continents, Philosophie en courant, Né 40 000 kilomètres autour du monde, etc. Donc voilà, je lis tout ce qu'il y a à lire sur papier et sur le net aussi. Et alors quasiment immédiatement, je me rends compte d'un truc, c'est que ces 6 personnes, chacun l'a fait d'abord pour des raisons différentes, et chacun l'a aussi fait de manière différente.
Donc en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de, il y a pas de petit guide, il y a pas de petit manuel pour comment faire son petit tour du monde en courant. Tout ce qu'il y a naturellement, ce sont les 10 règles. Hein, c'est très peu finalement. Les 10 règles de la WRA, la World Runners Association, qui dit bah voilà pour que nous on puisse valider que vous avez bien fait un tour du monde en courant, voilà les 10 règles à suivre. Qui servent, c'est vraiment pas du tout des contraintes, c'est au contraire c'est des guides. Ça vous aide à structurer votre voyage et de le faire intelligemment. Parce qu'effectivement, quand on dit qu'on va faire un tour du monde en courant, la première question qui se pose, c'est mais comment je fais puisque la Terre c'est quand même 70% d'eau en surface terrestre, en surface en fait. Il y a beaucoup plus de surface d'eau que de surface de terre. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va valider le fait qu'on a vraiment couru autour du monde? Donc bref, en suivant ces règles, et donc moi j'avais pour me servir de guide que les règles de la WRA et l'expérience de mes aînés. Donc ça me paraissait logique de les contacter. Ils ont tous été d'un accueil, j'ai trouvé formidable. Le premier que j'ai appelé naturellement, c'est Serge. C'est sa femme, Laure. Laure, sa femme, était en charge de la logistique sur toutes les aventures sur la plupart du moins des aventures de Serge. Et donc on a parlé longtemps, je crois, au téléphone. J'avais des questions techniques, j'avais des questions plus générales, et c'était super intéressant. Ensuite, j'ai contacté l'Australien, Tom. Et puis, en fait, j'ai trouvé, entre les lignes de leurs aventures à chacun, j'ai trouvé ma propre ligne. Je me suis fait ma propre ligne de comment j'allais le faire. Déjà, moi, je partais solo. Serge, il partait quand même avec des équipes, hein, mais parce que Serge, il allait chercher des records du monde. Il est fait d'un autre bois que nous quand même. Hein. Pour moi, c'est le papa c'est le pionnier de l'endurance en course à pied. Et il est fait d'un autre bois. Hein. Tu vois, moi, je courais un marathon par jour. On l'a dit. Serge, lui, il courait plus de 60 km par jour sans jamais prendre de jour de repos. Donc, c'est autre chose quand même. Et puis, mais il le fait avec le même plaisir. En fait, il y avait un dénominateur commun dans les 6 qui l'ont fait. C'est que c'était très ancré, extrêmement ancré et logique dans nos parcours de vie. Et ça donnait autant de plaisir qu'on y mettait d'efforts, si ce n'est plus. En fait, ça donnait beaucoup plus de plaisir qu'on y mettait d'efforts, finalement. L'effort du marathon quotidien, moi, il est devenu très rapidement complètement anecdotique. J'en parle pas énormément parce que pour moi, ce marathon quotidien, c'était mon cheminement matinal et voilà. Et donc, bref, entre l'expérience de ces années, ces rencontres avec Serge, Tom, Jesper, Rosie et les autres, voilà, je me dis, j'ai ce sentiment dingue de me dire, je vais faire partie d'un club très exclusif quand même. Il y a que 7 personnes au monde, c'est pas énorme. Mais en même temps, je sais que je vais avoir une aventure à la hauteur. Je vais aussi, moi, vivre mon aventure fabuleuse que j'attends depuis tellement longtemps et qui a grandi en moi pendant toutes ces années de nomade. Donc, voilà comment ça c'est des bons démarre. moments. C'est vrai que la préparation, parfois, c'est déjà de faire une préparation, c'est un exploit en soi, hein, parce que ça nécessite effectivement beaucoup de ressources, du temps, d'essuyer beaucoup de frustration de ce qu'on s'était imaginé, des portes qui se referment, comme notamment le souhait d'être accompagné financièrement. Tu te rends compte rapidement que en fait, tu vas devoir être autonome à travers ce projet Tour du Monde, mais c'est aussi quelque part quelque chose dont tu as envie. Hein. On parlait de ta grand-mère tout à l'heure, l'impact qu'elle a eu sur toi, l'inspiration qu'elle t'a transmise au fait d'être une femme autonome. Et pour avoir aussi ces valeurs-là, tu vas te rapprocher d'une association que je trouve, c'est des très très belles valeurs, hein, qui est Women for Women, pour justement avoir un message à porter. Donc tout ça fait partie du cadre de ta préparation. Tu vas mettre en place des voyages marathons où justement tu vas partir des week-ends courir pour tester ton matériel, tester ton physique, tester ta logistique. Tu vas travailler ta cartographie et donc le parcours où il y a 700 étapes à planifier. Donc j'ose juste imaginer la quantité de travail nécessaire. Et puis il y a cette poussette, on y reviendra en toute fin d'épisode, mais cette poussette, tu te rends compte d'une chose, dans le cadre de ta préparation, tu te rends compte qu'avec cette poussette, tu ne risques rien, parce que tu as parlé des peurs, effectivement, et on peut se dire une femme qui part courir tous les jours à travers de la planète, oh là là, mon Dieu, elle va se faire agresser, qu'est-ce qui va se passer? Et tu te rends compte qu'en fait, qu'avec cette poussette, tu ne risques rien, parce que déjà, beaucoup de personnes pensent qu'il y a un bébé à l'intérieur. Ça aussi, c'est l'anecdote. Mais c'est surtout, tu l'appelles cette arme un peu inoffensive quelque part. Hein. C'est pour toi une sorte de rempart de protection. Oui, tout à fait. C'est pas quelques personnes pensent, c'est 99,9% des gens pensent qu'il y a un bébé dedans. J'ai rencontré sur le Tour du Monde une seule personne. Je fais la description de cette rencontre dans le livre d'ailleurs. C'est Lisa Bliss aux États-Unis. J'ai rencontré une seule personne qui, en me voyant, a su tout de suite qu'il n'y avait pas un bébé dans cette poussette. Tout le reste, les gens pensaient systématiquement qu'il y avait un bébé dans cette poussette. Et le corollaire de ça, c'est qu'une femme qui se promène avec son bébé dans la poussette ou en courant ou quoi, ça représente, je l'ai compris, un tabou universel. C'est-à-dire quel que soit le continent sur lequel vous êtes,
le type qui a des idées pas bien placées dans la tête ce jour-là, qui chercherait une proie facile pour assouvir ses désirs, il ira pas sur une. C'est compliqué en fait. C'est pas du tout une proie facile. Il y a la poussette, il y a le bébé, machin. Une femme seule, par contre, c'est différent. Et donc, je m'en suis rendu compte très tôt dans mes préparatifs. Et il y a cette seule personne au monde qui a compris qu'il n'y avait pas un bébé dedans. Je la rencontre dans le Montana aux États-Unis et elle le sait parce qu'elle a fait cette course incroyable. La Badwater. La Badwater ultramarathon, qui allait jusqu'au sommet jusqu'au sommet du mont Whitney. Et elle poussait, parce qu'elle était en autosuffisance aussi, elle poussait toutes ses réserves d'eau, etc., ses ravitaillements, dans une espèce de poussette du même type que Bob. Et en fait, quand elle m'a vu au milieu de ces étendues désertiques du Montana, elle arrête son vélo, elle me dit, et qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en train de faire ton footing. Et elle se marre. Et je me dis, mais comment elle sait ça, elle? Et en fait, je découvre qu'elle était, non seulement elle a fait le Badwater, mais en plus, elle a été pendant plus d'une dizaine d'années la directrice médicale du Badwater ultramarathon. Et donc, s'ensuit une amitié qui se développe quasiment sur le pouce comme ça, et je suis toujours en contact avec elle, naturellement. Ouais, c'est ce qu'on lit justement. C'est ce qu'on lit dans le livre, c'est un chapitre que je voulais évoquer. J'ai eu des invités, moi, qui ont fait cette épreuve qui est juste dingue, hein, qui est de courir par des températures surréalistes, très clairement. Et c'est vrai qu'on le voit dans ton livre, c'est une rencontre importante. C'est important, et puis ça fait partie de... Et encore une fois, c'est une rencontre grâce à la poussette. En fait, cette poussette, non seulement elle me prévenait des mauvaises rencontres, mais en plus, elle a donné lieu aux rencontres les plus puissantes. Je crois que je raconte 3 des rencontres les plus puissantes que j'ai faites, notamment aux États-Unis, et quasiment toutes, c'est grâce à la poussette en fait que les gens viennent vers moi et que j'ai eu ces histoires folles. Donc oui, la poussette, elle a eu un vrai rôle sur le tour du monde finalement, et je l'appelais Bob, je l'appelais pas Bob, voilà, je ne donne pas des noms aux choses. Mais en fait, le modèle de la poussette, j'aime pas trop en faire la promotion parce qu'ils n'ont pas voulu me sponsoriser. Alors, ça aussi, c'est une anecdote incroyable. Ça aussi, c'est incroyable. Ouais. C'est que tu cherches effectivement des partenaires. Donc, l'achat d'une poussette, ça nécessite un budget. Donc, tu cherches à couper tes budgets un maximum. Tu prends contact avec la marque. Et là, on voit la grandeur de la marque américaine qui, plutôt que de te dire, non, malheureusement, nous ne vous accompagnerons pas dans ce défi sportif, mais nous vous souhaitons tout le meilleur et la réussite au bout de cette aventure. Non, pas du tout. Eux te répondent, en gros, en te disant, alors, je vous explique, notre poussette n'est pas fait pour ce genre, nous des falcons de tout risque qui pourraient intervenir, surréaliste. Oui, mais en même temps, en fait, tu vois, ce coup des sponsors, moi, j'étais parti en me disant, je vais être autofinancé à 100%. C'est pas moi, c'est plutôt des amis autour qui me disaient, mais franchement, essaie, les sponsors, ton projet, il est tellement dingue, ils vont vouloir. Je savais au fond de moi que ça allait pas être comme ça, parce que j'ai pas un nom, moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas une athlète olympique, je suis pas une championne nationale, je suis une championne de rien, je suis une amatrice comme tout le monde, et donc, je savais que j'avais 0 chance parce qu'il y avait rien qui accréditait sur le papier de ma capacité à aller jusqu'au bout de ce tour du monde. Donc, moi, j'ai été directrice financière pendant des années. Je sais bien qu'une entreprise va pas mettre ses billes sur une Madame du chemin qui dit qu'elle va faire son tour du monde en courant. Enfin, ça me paraissait improbable et je le savais. Bah oui. Et c'est pour ça que j'en voulais pas. J'ai eu aucune aigreur vis-à-vis de ça. Mais donc, bon, sur l'insistance de quelques amis, je dis bon, d'accord, je vais aller frapper à quelques portes. Donc, bien sûr, j'ai eu des réponses sur rien, sauf sur cette poussette où on m'a dit que l'usage que je comptais en faire n'était pas conforme aux conditions générales d'utilisation et donc il déclinait toute responsabilité. Donc voilà, donc c'était amusant. Mais bon, ça a cimenté le fait. Je me suis dit, bon, je comprends. Exactement, pas de regret. Tant pis pour la poussette. La poussette, il passe à côté d'un truc énorme. C'est une publicité de dingue. La première poussette a quand même fait 17 000 kilomètres en transportant mes affaires, en traversant toutes les chaînes de montagnes d'Europe et des États-Unis. Donc, ça leur aurait fait une super pub. En termes de robustesse, c'est sûr. J'aurais pu vanter les prouesses de cette poussette à travers le monde. Mais tant pis, ils n'ont pas voulu. C'est pas grave. Voilà. Bon. C'est pas grave. Et c'est vrai que dans le cadre de cette préparation, il y a tout ce dont on vient de parler, jusqu'au moment où un des finishers, une des personnes qui a bouclé ce tour du monde, qui est Tom Dennis, te dise tu es prête. Et là, est-ce que tu peux nous partager le moment où tu as pointé sur ton agenda la date de départ? Parce que ça aussi, c'est des moments qui marquent. C'est des choix, parce que, alors même si on va en parler juste après, mais tout ça a été chamboulé par le Covid. Tu as fait la date de départ en fonction des villes, des pays, du climat, en fonction des hémisphères également. Et donc, est-ce que tu peux nous partager le moment où tu t'es dit, voilà, je vais partir le 6 décembre 2019? Ouais, donc dès ma première année de préparation, donc quand j'ai l'idée, le petit dessin de Mafalda, il arrive fin 2017.
Donc, je me mets immédiatement au travail, hein, physiquement, à me tester, etc. Et puis, dans cette première année de préparation, voilà, je fais 3 marathons en 3 jours, en autosuffisance. Et puis, je vais en faire 5 en 5 jours, etc. Et fin 2018, sur Noël et jour de l'an, je crois, je prends 10 jours de vacances et je pars faire 8 marathons en 8 jours. En Australie, en plus, en pleine nature, etc. Je voulais vraiment tester le concept qui était, est-ce que physiquement ça marche? Est-ce que aussi j'en prends le plaisir que j'escoute? Et je reviens complètement extatique de ces 8 marathons en 8 jours et sans aucune conséquence physique en plus. Et j'ai créé un email à Tom. Je le tenais au courant de tous mes préparatifs. Et là, en fait, je lui fais le résumé de tout ce que j'ai fait dans l'année qui vient de s'écouler. Je lui dis, voilà, j'ai fait 3 en 3 jours, 5 en 5 jours. Je suis reparti faire ça, j'ai fait, etc., etc. Puis tous les jours. Et puis, en gros, et puis je lui dis, oh là, voilà, je viens de faire ce 8 marathons en 8 jours extraordinaire. Je lui décris à quel point c'était génial. Et en gros, il répond avec une bienveillance totale. Et puis, ses derniers mots, c'est, si tu as fait tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu es complètement capable de partir autour du monde. You're ready. Et non seulement ça, mais il me dit qu'il attend avec impatience de suivre les péripéties, en gros. Et donc, on est là, on est en janvier 2019. Et en gros, pour moi, ça y est, quelqu'un m'a dit, t'es prête. Donc, je regarde le calendrier et je me dis, quand est-ce que je peux partir? Donc, d'abord, il me manquait quelques mois d'économie pour atteindre mon budget minimal. Donc, je pouvais pas partir tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Donc, j'ai compté jusqu'à quand faut-il que je travaille pour atteindre le montant d'économie que je souhaite avoir pour partir. Donc, je fais le calcul, il restait encore quelques mois. Et ensuite, je me suis dit, ah ouais, mais si je pars là au mois de août, septembre, au niveau des climats, ça sera pas ça, etc., etc. Donc, je commence à faire la concordance des climats et je détermine que début décembre, commencer par la traversée de l'Europe. C'est le bon timing. Oui, ce sera parfait. Ça me permettra de pas faire le désert australien en plein été, de pas faire la traversée des Andes en plein hiver. Enfin bref, on en donne 2, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça me permettra d'optimiser les climats des régions que je traverse. Et donc je me dis, donc on est là, on est en janvier 2019, et je me dis tout de suite, ça y est, début décembre 2019. Donc dans 11 mois, je donne ma démission et je pars. Donc voilà, c'était fait. Et ces 11 mois, ils ont été juste extraordinaires. Parce que là, pour une fois, j'avais le compte à rebours dans ma tête. Et c'était génial. D'une intensité folle. Ouais. Ah, c'est clair. Et puis on l'a dit en tout début d'épisode, hein, ces émotions sur ce 6 décembre 2019, les instants avant le départ, très excité même par le froid, mais en tout cas de partir. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu décris effectivement sur ces premières foulées, j'ai le monde entier devant moi. Donc ça, c'est une sensation qui est juste dingue. Alors, toute proportion gardée, hein, moi, j'ai eu l'occasion de monter sur le point le plus haut de l'Europe, hein, le Cap Nord, et je l'explique dans le documentaire qui passe actuellement sur Tous en Selle, le festival de vélo. C'est qu'effectivement, j'avais cette sensation d'avoir un continent derrière moi. C'est-à-dire d'être arrivé au sommet le plus haut et d'avoir un continent derrière moi. Et c'est une sensation qui est juste dingue. Alors, je n'ose même pas imaginer cette sensation de se dire, j'ai effectivement le monde entier devant moi. Ça doit être probablement une sensation de liberté, mais incroyable, indescriptible. Et c'est pas un mot vide. C'est-à-dire, quand je dis j'ai le monde devant moi, c'est le monde de tout, c'est le monde physique, clairement, géographique, mais c'est un monde d'aventure, un monde de rencontres. Je sais, en faisant ces premières foulées, qu'en fait, dans cette aventure qui va durer 2 ans ou plus, le temps que ça me prendra, en fait, je sais que quand je reviendrai à mon point de départ, en gros, je quitte cet endroit en me disant, la prochaine fois que je vois cet endroit, je serai une autre femme presque. Je suis bien sûr toujours la même, je suis évoluée, mais en fait, c'est 2 ans qui vont être une accélération formidable. Et je sais que quand je reviendrai à mon point de départ, mais j'aurai la même banane en 10 fois plus à travers le visage, parce que, en fait, je sais que je ne sais pas ce à quoi je peux m'attendre. C'est ça qui est formidable. Je sais que c'est que de l'inconnu, que des surprises, et moi, c'est ce qui me fait vivre, hein, c'est ce qui me tient debout tous les jours. C'est de pas savoir, en fait, oui, c'est l'aventure, c'est de vivre une vie d'aventure, finalement. Ah ouais, non, mais c'est ce que tu dis, c'est ça. Hein. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est. J'adore. Et ça fait le lien avec ces petits sauts dans le vide dont tu parlais. Hein. C'est un état d'esprit, c'est un mindset très, très clairement. Et donc, tu pars, tu cours. Et puis, au fur et à mesure des jours, il y a une routine qui se met en place. Tu te rends compte, hein, que
Et ça, je pense que beaucoup de personnes qui font du bikepacking, qui écoutent cet épisode, l'ont déjà vécu. C'est-à-dire que tu prévois que ce soit 4 jours ou 10 jours ou 15 jours, voire plus. Rapidement, en fait, tu as des petites habitudes qui se mettent en place. Tes affaires que tu avais prévu de mettre ici, finalement, tu les mets pas ici, tu les mets ailleurs parce que c'est plus confort pour toi, c'est plus pratique. Et toi, il y a une routine qui se met en place dès le lever. Est-ce que tu peux nous la partager? Ah oui, parce qu'elle est restée la même pendant tout ce tour du monde. Donc, en fait, ce qui est assez incroyable déjà, c'est que je me levais tous les matins avant la sonnerie du réveil. Mon plan était de partir tous les matins juste un tout petit peu avant le lever du soleil. Alors, effectivement, l'heure varie en fonction des saisons, naturellement. Mais comme ça, je démarre ma course avec un beau lever de soleil. Donc, le petit cadeau du matin. Et puis, ça me permet de terminer ma course, grosso modo, vers l'heure du déjeuner. Donc, je termine ma course. Je me pose, la petite bière, toujours une petite bière. Ça, c'est le rituel de fin de course du Tour du Monde. Donc, j'ai goûté toutes les bières à travers le monde. Un bon déjeuner pour me restaurer, la douche, parce que pour moi, la douche, c'est le bouton reset. C'est ce qui me fait, voilà, le corps oublie toute la fatigue après la douche. Et puis, il me reste l'après-midi pour mille autres choses. D'abord, du travail quand même. Il y a à peu près 1 à 2 heures de travail par jour, hein. C'est l'écriture du blog, c'est les données GPS qu'on met en ligne, c'est les sélections de photos, c'est quelques posts sur les réseaux sociaux, la mise à jour du site internet, etc. Donc là, il y a 1 à 2 heures de travail selon les jours, et puis la préparation de l'itinéraire en détail du lendemain. Euh, et puis, il y a le reste de la journée pour visiter, pour s'imprégner des lieux dans lesquels on est, pour en apprendre un peu l'histoire, pour en apprendre un peu, pour rencontrer des gens éventuellement, pour voilà, c'est plus sur le mode de la découverte en mode détente, récupération active finalement. Et puis on se couche tôt parce que quand même on a un marathon dans les pattes. Et puis le lendemain, avant même que le réveil sonne, on est debout parce qu'on a tellement hâte de la journée qui se profile, quoi. C'est petit déjeuner au lit, 30 minutes, on lit les news du jour, on regarde un peu ce qui se passe, la météo, les nouvelles de la région, et clac, en 45 minutes, on est debout et on commence les premières foulées. Voilà. Et ça, Ouais, c'est parti. ouais. C'est intéressant de partager ça, hein, parce que tu es totalement libre, mais en même temps, tu as cette petite routine qui se met en place et c'est ce cadre en fait, hein, qui te permet d'avancer de jour en jour. Et puis on parle d'avancer de jour en jour, tu parlais de lever du soleil, et moi c'est la chose à laquelle j'ai pensé tout de suite, c'est quand on part faire ce tour du monde, on sait qu'on va avoir face à soi, devant soi, parce que tu pars plein est à chaque fois, et donc ce lever de soleil, c'est-à-dire que ces levers de soleil qui sont si marquants. Et toi, tu en as vécu 700 différents, 700 levées de soleil différents. Ça aussi, c'est des moments qui marquent et qui vont te revenir en plein visage d'ailleurs en Australie quand tu vas, quand tu sais que voilà, la fin est proche. Tous ces moments vont te revenir. Et puis on arrive à un moment de bascule également, en mars 2020, où on se souvient tous probablement du jour où, en tout cas en France, notre ministre annonce qu'on était un samedi après-midi et le ministre annonce que lundi, les écoles ferment, plus un confinement strict qui arrive derrière. Et toi, à ce moment-là, dans ton tour du monde, tu te trouvais au centre de la pandémie, dans un pays où il y a eu des milliers de morts. C'était juste effrayant. Tu es en Italie. Et en Italie, ça a été un pays très touché. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ? Ça faisait déjà une dizaine de jours à partir du moment où j'ai passé la frontière entre la France et l'Italie, hein. Donc, je suis parti du Portugal, j'ai suivi toute la côte du Portugal vers le sud, j'ai fait tout le tour de l'Espagne par la côte, j'ai traversé la côte méditerranéenne française, et puis je passe la frontière à Menton pour passer en Italie. Et quasiment dès le début, les nouvelles étaient inquiétantes, hein. Comme je dis, tous les matins, je lis les nouvelles un peu pour avoir une idée des régions dans lesquelles je passe, quelles sont les actualités, s'il y a des mouvements, des trucs dont je dois me méfier. Donc, je regarde et en fait, les nouvelles sont assez inquiétantes. Et tout d'un coup, au bout de quelques jours, hein, avant que j'arrive à Gênes, il y a déjà des régions qui commencent à se confiner en Italie, mais c'est très vague à l'époque. D'abord, on n'a aucune idée, bien entendu, qu'il va y avoir un confinement ni national, ni encore moins mondial. Et donc, j'ai l'impression que je vais devoir naviguer entre des villes, des régions fermées, ouvertes, etc. J'attends de voir. Ils disent que ça va durer 10 jours, 15 jours peut-être. Dans le monde entier, on dit mais non, mais c'est fou, aucun pays ne peut se permettre de se confiner pendant 15 jours. Enfin voilà, on en était là à ce moment-là. Donc, et moi je me disais bon, va falloir que je réajuste mon plan, voilà mon petit plan de route, voilà. Et donc je commençais tous les jours en fait, je passais
une heure par jour l'après-midi à essayer de rerouter mon itinéraire parce que tiens, je peux pas passer par la Ligurie, tiens, parce que je peux pas passer par telle ou telle région, la Toscane, etc. Et donc, voilà, pendant une quinzaine de jours, c'est à ça que j'occupe mes journées et je vois bien que l'environnement autour de moi est de plus en plus glauque. Tout d'un coup, les rues sont désertes. Tout d'un coup, quand on va au supermarché acheter à manger, tout le monde, on n'avait pas de masque à l'époque, mais tout le monde mettait des gants. Ce qui paraît absurde maintenant avec le recul. Donc tout le monde avec ses gants en plastique, il y avait des petits marquages au sol pour être à 2 mètres les uns des autres. Tout d'un coup, j'arrive plus à aller, je peux plus me poser dans un café ou dans un restaurant pour manger après les courses. Donc, je bouffe des trucs en plastique que j'achète sur les étagères des supermarchés. Donc, et puis, du coup, le fait qu'il n'y ait plus cet endroit où me poser après la course, j'y perds aussi un peu en termes de rencontres, en termes de partage. Ça devient très, très différent. Et puis, le 20 mars, j'arrive à Pise et là, quand j'arrive à l'hôtel, on me tend un petit bout de papier, c'est un laissez-passer pour aller à l'aéroport le lendemain. On me dit, voilà, toute l'industrie du tourisme dans toute l'Italie ferme. Donc, voilà, vous devez plier bagages et quitter le territoire. Vous ne pouvez plus être hébergé. Et les déplacements de ville à ville sont interdits. Donc, je me retrouve répatriée en France. Mais à l'époque, la France n'avait pas encore mis son confinement national. Donc, je me dis, ça se trouve que c'est que l'Italie. Donc, j'essaye de repartir d'un point que j'avais déjà passé en France. Donc, je repars d'Avignon en me disant, j'étais déjà passé par Avignon. Donc, je me dis, je repars d'Avignon. Et au lieu d'aller traverser l'Italie, je repars un petit peu par le nord. Je vais traverser l'Italie par le nord en passant par la Suisse, vu que tout est ouvert. Et puis, naturellement, au bout de 2 jours de course, la France se met en confinement et la Suisse en confinement, tout le reste de l'Europe et en gros, tout le reste du monde se met en confinement. Donc voilà, comme tout le monde, je me retrouve mise à pied pendant 3 mois. Voilà ce qui m'est arrivé. Et là, il se passe quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 3 mois, parce que tu vas retourner à Pise le 20 juin pour reprendre ce parcours, mais pendant 3 mois, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que tu as 3 options. J'annule, j'arrête, ça sera trop compliqué. Je repars et comme tu as tenté de le faire d'Avignon, j'essaie de passer un peu entre les lignes. Ou alors, je suis patiente et j'irai au bout, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, à n'importe quel moment où ça rouvre. Je continue le projet et ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai. L'option 1, pour moi, elle avait même pas de sens. Elle t'est jamais venue en tête? De dire j'arrête. Parce que j'arrête quoi, en fait? Enfin, rappelons-nous qu'à l'époque, il n'y a pas plus nomade que mon nomadisme de l'extrême. Donc, j'ai pas de maison, j'ai pas de travail, j'appartiens à aucun pays. Enfin, je suis pas enregistrée en France. Mon dernier pays de résidence pendant 7 ans, c'était Singapour. J'ai rien nulle part, en fait. Comment je fais en plein Covid? Je postule pour du travail. Comment, il va falloir qu'on m'explique comment je fais. Donc, en fait, l'idée d'arrêter, pour moi, elle avait même encore moins de sens à ce moment-là précis du confinement. C'était pas le moment de chercher un nouveau boulot, c'était pas le moment de chercher un nouvel appartement pour m'installer. Enfin, j'avais rien quand même, j'avais une poussette et un sac de 12 kilos, donc c'était même pas envisageable. La solution numéro 2 de continuer, elle n'était pas envisageable non plus, parce que là, il aurait fallu du coup que je sois hors la loi, vu que c'était légalement répréhensible de par exemple de se déplacer de ville en ville. De toute façon, il n'y avait pas d'hôtel ouvert, j'avais nulle part où me loger, donc ça non plus, c'était pas possible. Donc il me restait que l'option que tu as énoncée comme l'option 3, qui était de se dire j'attends, ça va bien finir par se décoincer tout ça. Alors par contre, ça venait avec quelques petits problèmes que j'ai dû résoudre. Vu que je venais de ce contexte où je courais un marathon par jour, il fallait quand même que je puisse m'entretenir physiquement. Et l'autorisation de sortie d'1 heure ne me satisfaisait pas. Donc j'ai rapidement trouvé un petit boulot en tant que bénévole. Je bossais pour une association où je distribuais des repas aux SDF dans les rues de Paris. Et alors donc du coup, j'ai eu un sésame, un petit laissez-passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui me permettait de courir, mais du matin au soir. Je faisais la tournée du midi, la tournée du dîner. Et en fait, j'utilisais ma poussette pour transporter tous les paniers repas. Et voilà, je courais, je descendais tous les quartiers, toutes les rues de Paris. Et dès que je voyais un groupe de EDF, hop, je faisais une pause, je distribuais les repas et je continuais jusqu'au prochain groupe. Et voilà. Et donc, ça me permettait de courir 20, 30, 40 kilomètres par jour. En toute impunité, vu que j'en avais le droit, et en plus en étant utile, en servant à quelque chose, ce qui pour moi était tout l'or du monde à ce moment-là. Et donc j'ai très très bien vécu ce confinement et cet arrêt imposé, parce que j'arrivais à sortir la tête de l'eau, à me sentir utile et à me maintenir en forme. Donc en fait, quand le confinement s'est levé, j'étais prête à repartir au pied levé. Donc le 4 juin, j'ai pu reprendre ma course de Pise, où j'avais arrêté ma course 3 mois plus tôt.
Alors, c'est vrai que le fait que le confinement soit strict et que tu pouvais sortir, c'était aussi une manière un petit peu de redécouvrir ton pays, la France, sur lequel tu t'étais éloigné pour des raisons professionnelles des années plus tôt, puisque ton périple t'amène du coup à Rouen, la ville dont tu es origine, où tu as un accueil extraordinaire, dont Serge Girard, dont on parlait, était présent. Tu passes à Lyon. Enfin, c'est là qu'on voit qu'en fait, ce tour du monde, tu as dû l'adapter très clairement avec le confinement. Il n'y aura pas d'Asie, du coup, donc tu repars à l'Est, hein, bien évidemment, avec l'Europe, mais il n'y aura pas d'Asie. Tu as dû t'adapter. Est-ce que ce continent-là, tu l'avais prévu au départ? Oui, j'en avais prévu un petit bout, mais juste pour revenir, pour juste boucler sur l'Europe, effectivement, l'Europe, c'est une traversée qui aurait dû durer 7 mois, hein, entre Portugal et Istanbul, et qui, au lieu de durer 7 mois et à peu près 7500 kilomètres, a duré 15 500 kilomètres et Ah un an ouais. et demi de course avec donc les interruptions Covid. Donc effectivement, j'ai piétiné en Europe, non seulement parce que il y avait des problèmes pour passer d'un pays à l'autre en Europe, mais aussi parce que les autres continents étaient alors fermés. Les États-Unis Était étaient alors fermé, fermés, l'Amérique du effectivement. Sud, l'Australie, et donc l'Asie n'était absolument pas traversable. J'avais prévu un petit bout d'Asie que je n'ai pas pu faire parce que les frontières sont restées fermées bien longtemps après que les nôtres soient ouvertes. Et là, tu demandes conseil à tes pairs. Quand c'est comme ça, tu prends contact avec la WRA qui régit un petit peu ces fameux 10 règles pour leur dire, voilà, je suis coincé, comment ça se passe? Est-ce que je suis toujours dans la continuité? Tu échanges avec eux? Bien sûr, j'échange avec eux dès qu'il y a un changement de plan, parce que je leur ai transmis mon plan au début du Tour du Monde, et à chaque fois qu'il y a une contrariété, bien sûr, j'écris à son président, et en fait, toutes les décisions sont prises à l'unanimité, donc des 6 membres, les fameux 6 coureurs. Et donc, quand je me retrouve coincé en Europe, donc je leur demande si c'est OK d'avoir une interruption. Je savais que les règles autorisaient une interruption on peut s'interrompre jusqu'à 6 mois cumulés pendant l'ensemble du Tour du Monde. Et donc, déjà là, je leur ai demandé si, vu qu'on ne savait pas pour combien de temps ça s'arrêtait, est-ce que mon tour du monde était quand même valable. Ils m'ont dit, c'est vraiment des circonstances extraordinaires, donc oui, bien sûr. Et ensuite, au bout de ces 1 an et demi de pérégrination à travers l'Europe, où j'atteins enfin Istanbul, il se trouve qu'à ce moment-là, l'Amérique du Nord est ouverte, mais c'est le seul continent qui est encore ouvert. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud est toujours fermée, l'Océanie est encore fermée et l'Asie aussi. Donc, j'ai nulle part où aller à part l'Amérique du Nord. Donc, j'aurais écrit, j'aurais dit, bah voilà, ça fait 1 an et demi que je piétine en Europe. J'ai enfin atteint le Bosphore, mais il n'y a que l'Amérique du Nord qui est ouvert. Est-ce que vous m'autorisez à aller traverser ce continent? J'ai un visa de 10 ans pour là-bas, donc je peux y aller dès maintenant. Et ils m'ont dit, bah bien sûr, oui, effectivement. Là, on interrompt la continuité est-ouest, ouest-est, pardon, de ta progression. Mais bien sûr, va sur le prochain continent qui s'ouvre et continue ton cheminement. Donc j'ai eu cette dérogation exceptionnelle qui m'a permis finalement de ne pas faire les continents dans l'ordre, malheureusement, parce que c'était pas possible. Donc, j'ai quand même répondu à tous les critères de ce tour du monde. Hein. J'ai bien traversé mes 4 continents d'océan à océan, de bout en bout, mais toutes ces décisions étaient toujours prises avec l'aval de la WRA. Avec la validation. Ouais. Et c'est comme ça que tu te retrouves à atterrir à Seattle, donc aux États-Unis. Alors, tu avais le choix avec le Canada, je crois, hein, mais tu as préféré effectivement les États-Unis. Donc Seattle pour aller rejoindre la côte est à New York. Mais au moment où tu pars, Seattle, c'est quand même un État, on est dans l'État de Washington, hyper sauvage. Tu l'écris dans ton livre que quelques semaines avant que tu partes, il y a une femme justement qui court également, qui s'est fait dévorer par un ours. Donc là, tu es confronté vraiment avec l'hostilité de la nature. Ah ouais. Là, je pars de c'est... l'Europe, qui était vraiment un continent extrêmement. On s'en rend pas compte, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est très densément peuplé, l'Europe. Je trouvais facilement de quoi me loger tous les 40 kilomètres. J'ai jamais eu un seul problème avec ça. Alors, j'arrive dans les États-Unis, et là, finalement, entre Seattle et Minneapolis, j'ai 3500 kilomètres devant moi de Big Midwest, comme on appelle ça. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. Donc Minneapolis, c'est la partie, on va dire, si on coupe les États-Unis effectivement en deux, Minneapolis se situerait plus sur le début de la partie droite, donc effectivement des États-Unis, et effectivement le centre des États-Unis. Bon, on est bien loin de toutes les mégalopoles qu'on peut trouver à l'est ou à l'ouest. D'ailleurs, tu l'expliques dans ton livre que tu découvres vraiment l'Amérique, ce qu'elle est réellement. je découvre une autre Amérique, oui, qui est très loin de l'Amérique des villes, l'Amérique des cités ultra clinquantes, des grandes mégapoles, des skyscrapers, etc. Je découvre le ventre vide, finalement, ce Montana qui n'en finit pas, ce Dakota du Nord qui n'en finit pas, les étendues sauvages, le bétail, les fameux champs en forme circulaire, parce que c'est le système d'irrigation qui veut ça. Je découvre, cette Amérique, ce ventre vide de l'Amérique où il y a littéralement la ligne de chemin de fer
faire des pionniers qui traversent de part en part le pays et qui fait que tous les 50 kilomètres à peu près, il y a une gare de train, un saloon, une station-service et quelques maisons. Et voilà. Et donc moi, ça devient mes étapes quotidiennes. Mais ce qui est génial, c'est que au lieu d'être l'isolation que j'avais pensé que ça serait, ça devient le terrain le plus fertile pour toutes les rencontres, pour toutes les gens m'accueillent avec tellement de chaleur parce que bien évidemment, quand on voit une femme seule avec une poussette au milieu de ces étendues désertiques, on se dit c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc du coup, ça attire et les gens viennent me voir et me demandent est-ce que tu veux de l'eau, est-ce que machin, est-ce que tu as de quoi manger, est-ce que tu veux rester chez nous pour la nuit? J'ai jamais eu ça en Europe parce qu'en Europe, c'est tellement densément peuplé que je pourrais être à 500 mètres de ma maison en train de faire un footing avec mon bébé dans ma poussette, alors que là, je détonne vraiment pour la première fois de ce tour du monde avec cette poussette au milieu des étendues semi-désertiques, en gros. Et pour moi, c'est le continent sur lequel j'ai fait le plus de rencontres quasiment au quotidien. Ça n'arrêtait pas, quoi. Ah, et c'est paradoxal, hein, parce qu'on s'imagine effectivement les Américains des personnages très très froids, avec effectivement avec leur arme à la ceinture. Alors certes, dans les États que tu as traversés, ils avaient l'arme à la ceinture, mais par contre, ils sont hyper accueillants, hyper chaleureux. Oui. Hyper chaleureux. Hein. Toi, tu as eu ton Wilbur avec tu décris dans ton livre ce vieillard, hein, cet homme dans le saloon qui ne connaît pas le village, qui est situé à 50 km d'ici. Donc voilà, cet homme a très clairement resté dans le village. Mais moi, j'ai traversé le Kansas également, où je revois effectivement, comme tu l'as dit, hein, en fait, t'as que la route principale qui est goudronnée. Et encore. Et tout le reste, c'est de la terre battue, en fait. Tout le reste est en terre battue. Et là, tu te dis, waouh, on est bien loin, effectivement, d'un New York, d'un Los Angeles et autres grandes villes américaines. Oui, exactement. Et puis oui, dans les personnages qu'on rencontre aussi, on se rend compte justement du décalage énorme qu'il y a, en fait. C'est vraiment un pays à deux vitesses, hein. C'est fou, ouais, hein. Ce vieux bonhomme, effectivement, j'arrive à Coulee City, je crois qu'il y a 500 personnes, il y a un motel avec 4 chambres et je vais au saloon du coin, donc effectivement, tout le monde me regarde parce qu'au saloon du coin, il y a que les gens qui viennent tous les jours au saloon du coin, donc je sens les regards sur moi et il y a ce vieux bonhomme, il a l'air sorti d'une bande dessinée ou d'un vieux film des années 50, il me regarde, il est tout poussiéreux, je trouvais, et il plante ses yeux dans les miens, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et alors, je lui explique en 2 mots, je lui parle même de Forrest Gump, il a eu une idée de qui je parle. De qui c'est? Oui, en gros, il a les yeux dans le vide. Et puis, et bon, au bout d'un moment, il comprend que je suis dans l'itinérance. Il me dit, mais demain, tu vas où? Je lui dis, Wilbur, c'est à 50 km de là. Et là, le mec, il a les yeux encore plus dans le vide, il secoue la tête et il dit, jamais mis les pieds. Never been there. Je sais pas à quoi ça ressemble et je me dis, ah ouais, quand même, c'est à 50 kilomètres, quoi. Le mec, il a vécu sa vie, là, à Coulee City. Et ouais, on se rend compte d'autres choses. Et en même temps, tu vois, ces contrées que je traverse, hein. Il n'y a pas l'eau potable, hein, à cause probablement à cause de l'agriculture, à cause des industries locales, etc., qui rendent les nappes phréatiques polluées. Donc, on achète, donc on n'a pas l'eau potable. Il y a un tiers de la population, des populations locales, voire plus, qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est des gens qui bougent pas, on se rend compte que c'est vraiment complètement une autre Amérique. Et en même temps, comme j'ai dit, c'est là où j'ai été le plus chaleureusement accueilli, n'est-ce pas, parce que je détonnais. Et quand j'arrive à nouveau du côté de Minneapolis, Chicago, la Rust Belt, etc., avant d'atteindre New York, je redeviens complètement invisible parce que je suis noyé dans ces grandes villes et donc je ne détonne pas. Et donc, voilà, je perds tout cet accueil, tout ce partage et cet échange. Et elle a été fabuleuse, cette traversée nord-américaine. Elle a été... je vais pas dire ma préférée parce que j'ai adoré chacun des continents que j'ai traversés, mais elle a été vraiment très 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 particulière sur le point de vue des rencontres. Sur le point des rencontres. Ouais. Alors on va passer toutes les rencontres, hein, sinon on est là toute la journée. Moi je vous invite à lire le livre pour justement connaître toutes ces anecdotes et ces rencontres. Et puis effectivement, une fois que tu fais cette traversée du continent nord-américain, à ce moment-là, l'Amérique du Sud a ouvert et tu vas te retrouver aux portes de la Patagonie, hein, au Chili. Pour traverser effectivement l'Amérique du Sud, là aussi, ça doit être autant les rencontres ont été formidables en Amérique du Nord, autant elles ont dû l'être également en Amérique du Sud, avec aussi des paysages probablement à couper le souffle. Ah oui, et puis surtout le cheminement était extraordinaire, hein, partir du top de la Patagonie, de remonter la côte chilienne. Une beauté sauvage, une beauté incroyable, de rencontrer les Mapuches, et puis tout d'un coup, de mettre alors que je mettais le cap au nord, hein, je remontais la côte, et tout d'un coup de mettre le cap à l'est et d'aller traverser cette cordillère des Andes, qui rien que le mot pour moi même maintenant, et je dis cordillère des Andes, il y a un effet, il y a un effet magique sur moi, et d'aller la traverser et en fait de se rendre compte
de ce que c'est. C'est pas la même chose que quand j'ai traversé les Pyrénées, les Alpes ou autres. Hein. Là, c'est un phénomène à part, cette cordillère. Vous plongez dedans, vous arrivez vers le cœur, et plus vous plongez dedans, et plus ça devient gris, et plus il y a les couleurs, il y a presque plus de couleurs, tout est gris, tout est roche, et les sommets sont de plus en plus hauts. Le soleil, il passe, il a tout petit truc fin pour se frayer un passage, et vous vous enfoncez là-dedans. Il y a un sentiment assez incroyable, et tout d'un coup vous êtes là à 4000 mètres d'altitude, parce que moi mon passage de frontière entre le Chili et l'Argentine s'est fait à 4000 mètres d'altitude, et une bouffée de bonheur au sommet, d'émotion incroyable, de se dire merci le voyage, quoi. Merci le tour du monde. Ouais, certainement une rencontre avec 2 verres de gnôle, hein, comme tu décris dans ton livre. Mais voilà, assez mémorable aussi, je me laisse assez mémorable à cette altitude. Dans ce petit endroit improbable, à ce passage de frontière, on m'offre 2 verres, un d'abord, et puis un deuxième. Et oui, c'est pas une bonne idée à 4000 mètres d'altitude, mais c'est pas grave. Surtout quand on vient faire tous les efforts, mais c'est pas grave, comme tu l'as dit. Voilà, c'est des petits moments de vie qu'il faut savoir capter. Et puis donc tu fais donc l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, jusqu'à Buenos Aires, où là également tu as des rencontres qui sont faites, mais on s'en rend compte dans le livre, tu t'appuies beaucoup sur les consulats, les ambassades également à travers ton voyage. Et ça c'est vraiment dans ce que tu décris, les accueils à chaque fois doivent te rebooster probablement pour le continent d'après ou l'étape d'après, tellement on sent qu'il y a une ferveur. Tu passes également à Buenos Aires, c'est ce que je disais en début, c'est qu'il y a des dates et des rencontres dans ton livre qui me font pas penser, mais confirmer ce que je pense, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les planètes s'alignent et tu fais des rencontres non pas par hasard. Et là, toi, tu arrives à Buenos Aires le 8 mars, où c'est la Journée internationale de la femme. Tu vois, il y a des dates comme ça qui marquent. Donc, tu as une réception, tu rencontres également des femmes qui te témoignent leur admiration pour ce que tu fais, hein, dans la continuité des femmes qui t'ont interpellé, notamment énormément aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi marquant dans ton livre. Et puis, il y a ce dernier continent, hein, l'Australie, avec un passage aux frontières où tu payes l'oignon le plus cher probablement du monde. Là aussi, je laisse cette anecdote les auditeurs découvrir à travers ton livre, où tu joues un petit jeu de cache-cache. Ça aussi, c'était la particularité en Amérique du Sud, c'est que il y a un personnage qui intervient dans cette histoire qui est James, qui du coup va t'accompagner alors que c'était pas prévu jusqu'au bout. Et dans un petit jeu de cache-cache avec James, il se retrouve que tu as planqué un oignon que tu as oublié d'enlever. Et à la frontière, ça va te coûter un bras, comme on dit. Donc ça, c'est l'anecdote. $2600. $2600 l'oignon, voilà. Et puis, donc là, il y a l'Australie, un autre décor. Dans quel état d'esprit tu t'élances sur ce dernier continent ? Ah, mais ce dernier continent, pour moi, il avait une saveur. Chacun des continents a une saveur différente. Celui-là, il était particulier parce qu'en plus, donc, je commence sur la côte ouest, à Perth. Et il faut savoir que quand j'habitais en Australie, c'est pas très loin quand j'habitais, à Singapour, c'est pas très loin d'Australie. Et j'allais souvent faire mes voyages multimarathons en Australie, justement, sur cette côte ouest, au départ de Perth. Donc, en fait, quand j'attaque ce dernier continent, je suis très familière des lieux. Je pars de Perth par des chemins que j'avais déjà emprunté lors de mes marathons. J'ai l'impression de repasser sur les chemins de la jeunesse du projet, en fait. C'est très, très fort, très puissant. Et en même temps, tous mes voyages marathons, tu vois, le plus gros, c'était 8 marathons en 8 jours, donc une boucle de 320 km autour de Perth. Mais très rapidement, au bout de un peu plus d'une semaine, je me retrouve en terrain incognita, hein. Je me retrouve dans des endroits où je suis jamais allée, et j'ai ce grand désert qui s'ouvre devant moi, les plaines du Nullarbor. Donc 1200 km de rien, juste avec une station-service tous les 200 km. Et la terre rouge à droite à gauche. Quand tu fais des étapes de 40 km, voilà, ça fait de l'autonomie, de l'autosuffisance, le fait d'être bien organisé, d'anticiper, comme on l'a dit. Mais ça, tu as magnifiquement su le faire pendant toute cette traversée. Il y a aussi une anecdote qui m'a marqué en Australie. Et tu en parles magnifiquement bien, c'est que c'est le pays des kangourous, forcément. Et il y a cette anecdote avec ce kangourou qui est mort, hein, parce que il est percuté probablement par un véhicule au bord de route. Et en fait, il se trouve que dans la poche centrale, il y a encore son bébé qui est là, qui est vivant et qui est sorti par une personne que tu interpelles ou qui s'arrête avec toi. Ah ouais. J'avais une peur bleue. En fait, je vois ce kangourou et tu sais, le long de cette route unique qui traverse ce désert du Nullarbor, t'en vois tous les 100 mètres, t'as un cadavre de kangourou, mais qui est nettoyé jusqu'à l'os, avec les odeurs, il y a les aigles, ouais. etc. Donc c'est très bien nettoyé. Généralement, tu vois que les ossements. Et là, je vois de bon matin ce kangourou qui a l'air
j'ai l'impression qu'il est encore vivant presque. Hein, donc de la pointe de ma basket, je touche un peu son flanc et je perçois un sifflement, quelque chose, un souffle. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un bébé à l'intérieur de sa poche ventrale. Et donc, moi, j'ai une peur bleue parce que c'est une sensation c'est indescriptible presque de se dire qu'il y a de la vie dans un animal mort et que il y a un être qui vit au sein de ce cadavre en fait. Et donc je suis pris un peu de peur. Donc j'arrête un motoriste. Il se trouve qu'il y avait une voiture qui passait. Hein, elles étaient rares, mais il y en avait quand même. Et donc il m'aide. Hein, on retourne l'animal sur le dos. Il plonge sa main dans la poche ventrale. Il ressort ce tout petit kangourou qui, pour vous dire, il me le place dans les mains. Ça tient dans mes 2 mains. Ce petit kangourou, j'ai la photo sur mon blog, et qui vit et qui respire. Et je suis prise d'une émotion assez fabuleuse. Et pourtant, bon, quand le type voit mon émotion, il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, pleure pas, des kangourous, on en a des millions chez nous, c'est pas comme chez vous. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc bref, il y a ce kangourou. Effectivement, j'en voyais souvent sur le bord de la route, qui courait, enfin, qui sautait plutôt à mes côtés. J'ai vu une faune extraordinaire sur cette traversée australienne. Ouais, magnifique, magnifique. Et puis, comme on l'a dit, c'est le dernier continent. Et plus tu avances, et ça, c'est la particularité dans les épreuves à long cours, contrairement à un 100 mètres ou des épreuves en ligne, et bien sur des longues traversées comme ça, l'émotion de la fin du projet arrive en décalé. C'est-à-dire que ce n'est pas le dernier jour que tu te rends compte que tu vas finir, mais c'est quelques jours, voire quelques semaines à l'avance. Et ça a été ton cas où tu te rends compte à un moment donné que ça va être la fin, que tu t'en rapproches à grands pas ou à petits pas ou en trottinant ou en courant, mais en tout cas, voilà, tu te rapproches et que là, à un moment donné, tu es sur le dernier continent, tu es en Australie, tu avances, et ça, c'est très particulier comme émotion. C'est très particulier et il y a une espèce de dualité qui commence à s'emparer de moi, c'est-à-dire je me dis, il faut que je vive chacune des étapes jusqu'à la dernière avec la même intensité et la même présence dans le moment présent, justement, jusqu'au bout. Il est hors de question que je bâcle mon dernier mois de course ou quoi, parce que j'aurai l'esprit emporté ailleurs. Donc, il y a cette partie de moi qui me dit, reste dans le moment présent, savoure la même chose lors de ton cheminement, etc. Et en même temps, il y a une nécessité qui est de se dire, il faut que je commence à me projeter dans l'après, parce que sinon je vais tomber dans le gouffre intersidéral qui suivra l'arrêt d'un périple comme ça qui aura duré 2 ans et demi. Donc il y a une nécessité d'utiliser un petit bout de mon espace de réflexion quotidienne pendant le marathon quotidien, à l'utiliser, à me projeter dans l'après et à me dire, bon, de quoi j'aurais envie après. Il faut que je reprojette ça. Parce que j'ai pas eu à me poser la question pendant 2 ans et demi, parce que pendant 2 ans et demi, j'avais toujours envie de la journée qui arrivait après celle que je vivais. Et donc là, voilà, je commence à me projeter, à me dire, voilà, comment je vais occuper les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent l'arrêt. Dans quoi je vais me reprojeter. Donc il y a ce travail qui se fait et il faut vraiment le gérer bien, parce que si on le laisse prendre toute sa place, il vient prendre la place de tout et vous ne vivez pas du tout les étapes, justement, le cheminement jusqu'au bout. Donc je fais ce travail-là et puis inévitablement arrive ce jour où c'est la dernière étape. Et là, il y a ce moment où on en perd sa respiration. Oui, c'est un petit peu le saut dans le vide comme le grand départ. Ça, c'est le saut dans l'inconnu, parce qu'effectivement, ça faisait plus de 800 jours que tu étais parti, 825 jours au total, hein, du projet, et tu arrives et face à toi, le Pacifique Sud, ces dernières foulées. Alors entre-temps, hein, on a dit que tu avais dû revoir le projet plusieurs fois parce que le Covid était passé par là, mais le Covid, tu l'as également eu, tu as été testé positif sur cette fin d'aventure, mais ça ne t'a pas empêché justement de continuer. Et là, j'allais dire, mais quelles sont les émotions qui traversent une personne quand elle vient de terminer, qu'elle a fait la dernière foulée du Tour du Monde, ça. Est-ce que tu as eu ce même moment d'absence que tu as eu quand tu as fait ce petit dessin sur une feuille blanche? Est-ce que ton esprit s'est dissocié de ton corps? Ça se passe comment à ce moment-là? Ouais, ça arrive, il y a une espèce de montée en puissance, en fait. C'est comme si on retient tout. Je retenais aussi les émotions qui accompagnaient la fin imminente. Et en fait, dans les derniers 5 kilomètres de la dernière course, donc je traverse les jardins botaniques, etc., pour arriver vers l'Opera House de Sydney. Et dans ces 5 derniers kilomètres, tout se relâche. Tout d'un coup, je les accepte, ces émotions. Alors, c'est très puissant parce que d'abord, il y a pour la première fois en 2 ans et demi, je ressens quelque chose qui s'apparente à de la satisfaction. Mais pas de la satisfaction, une vraie satisfaction de se dire, je suis allé au bout de mon rêve. Ça y est, c'est fait. Là, je peux pas dire que, voilà, il reste encore un marathon, 2 marathons ou 10.
j'avais ce rêve il y a 4 ans, et là, voilà, j'arrive au bout. Je l'ai fait, quoi. Je me suis pas laissé tomber, je me suis pas donné des fausses excuses, je me suis pas débiné, je suis vraiment allé jusqu'au bout. Donc ça, c'est un sentiment de satisfaction extrêmement puissant, où pour la première fois, je m'autorise à me faire une petite tape dans le dos en me disant well done. Et puis, c'est doublé d'une chose étrange, une peur immense de se dire mais je veux pas la faire cette dernière foulée, parce que quand j'aurais fait cette dernière foulée, arrêter mes GPS, tout ça s'arrête. Mes 2 ans et demi de course, mes 2 ans de préparation, ça fait 4 ans et demi que je suis dedans. Tout s'arrête là, à la dernière foulée. Et donc, du coup, au moment où j'arrive sur le parvis de l'Opéra, tout ça devient tellement puissant que, en fait, je suis obligée de déconnecter. Et c'est cette fameuse dissociation dont je parle, qui est un peu similaire, mais d'une autre puissance que celle du petit dessin dessiné sur le calepin. Et là, du coup, je me dissocie et j'ai l'impression de voguer dans un espèce de truc bizarre où il y a ces personnes qui sont là, qui m'accueillent en agitant des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Et il y a mes parents qui sont là, donc qui sont venus aux antipodes. Ils étaient au départ de l'aventure, ils sont à la fin de l'aventure. Donc voilà, je les embrasse, je remercie les gens, mais j'ai cette impression bizarre d'être là sans être vraiment là. Parce que j'ai l'impression que si je me connecte à moi-même, je sais pas ce qui va se passer, mais ce cocktail, ce feu d'artifice d'émotion, il m'embarque trop, je peux pas le gérer, en fait. Donc ça me prend un petit moment de redescendre sur Terre. Tout au long de l'après-midi, j'ai l'impression que je me reconnecte à moi-même. Et c'est difficile Ouais, j'allais d'accueillir même ces te dire, tu émotions. vois, ouais, c'est probablement. Et là, bah, malheureusement, non, pas malheureusement. Il y a que 8 personnes, il y a que 7 personnes qui peuvent connaître ça. Hein. C'est-à-dire, vous êtes 7 à avoir fait le tour du monde. Tu es la femme la plus rapide à l'avoir parcouru. Donc il y a que vous, hein, très clairement, il y a que vous qui pouvez en parler entre vous. Et c'est souvent quand on fait des sports d'extrême comme ça, on se comprend, mais qu'entre personnes qui ont vécu ces émotions-là. Donc très clairement, il y a que vous 7 qui pouvez Oui, mais il y en a comprendre un qui est là ce que l'un a pu avec moi à vivre. l'arrivée. Exact. Il y en a un qui vient te rejoindre. Tout à fait. Tom Dennis, donc l'Australien, celui qui m'avait dit tu es prête, hein. Tu es Il prête. habite à Ouais, tout à Sydney, fait. lui, et donc il vient me voir à l'arrivée et on discute. Et puis le soir, il y a une réception à l'ambassade aussi, et il est là aussi. Et ce qui est terrible aussi, non seulement ces émotions puissantes, c'est que à partir du moment où vous avez posé la dernière foulée, vous parlez pour la première fois de votre aventure au passé. Et ça, psychologiquement, c'est difficile. Il y a un truc qui retient au début où on a envie C'est d'en parler fini. au présent, comme Ouais, on c'est fait depuis fini. Ouais. 2 ans et demi. Et là, tout d'un coup, c'est j'ai fait quand je faisais le tour du monde. Et tout est au passé. Et il y a un petit moment d'ajustement. Mais bon, c'était super d'avoir Est-ce Tom que qui était l'après a là à été l'arrivée. difficile pour toi? D'ailleurs, un peu plus d'1 an après, est-ce que tu as encore, comment dire, est-ce que ton corps et ton esprit se sont réassociés? Est-ce que ton physique est là, mais ton esprit est toujours autour du monde? Non, non, là, donc ça fait 1 an et 2 mois que j'ai fini ce tour du monde. Euh, Ça va. Je pense que il y a eu, bien sûr, il y a eu des moments de manque parce que ce qui me manquait, c'était pas l'effort physique, mais c'était l'intensité incroyable, incommensurable avec laquelle j'ai vécu chaque journée de ce tour du monde. Et ça, vous la perdez, cette intensité. L'effort physique, vous pouvez le répliquer, hein, vous pouvez partir courir Bien 10, sûr, 20, 30 bien sûr. km par jour si vous voulez, mais vous n'aurez plus jamais cette intensité de l'aventure quotidienne et de l'inconnu quotidien. Donc ça, effectivement, ça m'a manqué, mais je m'y étais préparée. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis plongée quasiment dès le début dans la préparation pour l'écriture du livre. Et ça, c'était une très bonne thérapie, en fait. Et puis, Oui, parce que ça te permettait d'être dans la continuité, en fait. Quelque part, ce n'était pas voilà. fini. Tu te replongeais et c'était la continuité. Oui. Il y avait sur la première année post-Tour du Monde, j'avais prévu d'une part l'écriture du livre et d'autre part les conférences qui me permettaient aussi de continuer à partager en fait cette expérience. Donc en fait, ça a été plutôt bien géré parce qu'il n'était pas mort et enterré le projet. Je continue à lui donner une petite vie en fait. Je lui ai assuré sa Ouais, ça te permet pérennité. c'est un peu un atterrissage en douceur, on va dire. Ça peut être un atterrissage en douceur. Mais Voilà. Et en gros, je dis à ce tour du monde, t'es pas mort. Regarde, tu continues à exister sur le papier et en plus, je continue à parler de toi dans les conférences. Donc, tu vois, t'es encore en vie, t'es encore là. Et en fait, ce qu'on a vécu avec ce tour du monde, euh, les leçons ou la beauté de ce que j'ai vécu, je continue de le faire partager et je lui donne une vie au-delà de cette dernière foulée. Donc en fait, c'était un très beau moment finalement. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pas eu la dépression ou le blues de l'après-course.
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs exploits dans tout ce que tu as fait, hein. Je pense que les auditeurs et les auditrices vont très bien l'avoir en tête, mais il y a plusieurs exploits, mais il y en a un notamment, c'est le fait de jamais être blessé. Aucune Ouais. blessure pendant toutes ces années à travers le monde. Et tu avais une technique bien à toi qui était un scan corporel. Alors c'est vrai que tous les grands champions utilisent cette technique, hein, mais juste en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était aussi la routine que tu avais mis en place pour scanner les parties de ton corps et justement aller chercher les tensions? Ouais. L'idée, c'était que si j'avais une blessure, le tour du monde s'arrêtait, donc mon rêve s'arrêtait. Donc effectivement, j'avais plusieurs techniques, mais celle qui m'a prévenu de la blessure, je pense que c'est ce scan corporel que je faisais plusieurs fois par jour pendant la course, où je passais littéralement de la pointe des doigts de pied jusqu'à la base du cou, en essayant d'attraper tous les signaux. Pour vous donner juste un exemple très rapide, par exemple, si vous avez une cloque, et ben avant que la cloque arrive, il y a quand même eu de l'échauffement, il y a eu du frottement, il y a eu la formation de la cloque qui se fait progressivement, etc. Donc en fait, votre cerveau, il coupe tous les signaux et vous vous retrouvez avec une cloque. Moi, la cloque, je pouvais même pas me la permettre. Donc en fait, c'est comme si tout d'un coup, je reprenais tous les emails qui vont directement dans la boîte spam de votre boîte email et je les prends tous et je leur dis non, c'est un signal, il vaut le coup d'être écouté. Et je m'en fous si je prends 3-4 minutes à réajuster ma chaussette et à refaire mes lacets, et ben c'est pas grave, mais au moins j'aurai pas la cloque. Et c'est valable pour la cloque, mais c'est valable pour les muscles, les tendons, toutes les articulations, c'est valable pour les problèmes de posture, etc. Et en fait, j'attrapais tous les signaux. C'est une discipline énorme parce qu'elle me prend beaucoup d'attention pendant ma course, mais elle a résulté dans ce fameux zéro blessure qui pour moi est beaucoup plus important que les 2 records du monde que j'ai signés au passage. Ouais, clairement. Ça, c'est une vraie technique. Alors, c'est un peu... alors, je sais pas si on peut dire, mais c'est perdre du temps pour gagner ensuite. Hein, mais effectivement, c'est 2-3 minutes à repositionner ta chaussette. Ça évite probablement peut-être 2 jours ou 3 jours d'immobilisation parce que justement, tu ne peux pas courir. Donc ça, c'est vrai que dans les projets au long cours, cette technique... j'invite à tous les auditeurs et auditrices à l'utiliser parce qu'elle est très très importante. Et il y a un autre point, puis on va arriver en fin de l'épisode, sinon on y passe la journée. C'est probablement ton projet est probablement le plus long. L'invité qui a réalisé une aventure la plus longue, mais cet épisode va probablement être un record également. Mais c'est cette poussette. C'est cette poussette parce que tu en parles dans ton livre, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais est-ce que c'est le lien avec cette poussette? Est-ce que c'est pas aussi le fait d'arrêter, de finir cette aventure, de laisser ta poussette à un moment donné, parce qu'à un moment donné aussi tu as dû ne plus l'utiliser parce que ce projet était terminé, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait que tu ne puisses pas avoir d'enfant? Tu en parles dans ton livre. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec ça? Il n'y a pas un signe avec ça? Si, Le bien fait sûr, que tu et je m'en fasses le suis tour du rendu compte. monde avec une poussette, L'ironie alors que... en fait, de ce que représentait la poussette m'a rattrapé assez rapidement. C'est vrai que j'ai pas pu avoir d'enfant. C'est quelque chose que j'avais toujours prévu. Hein, c'était dans mon projet de vie. Je pensais bien sûr avoir des enfants et malheureusement, ça a pas pu être possible. J'ai eu recours plusieurs fois au FIV, etc. Ça n'a pas fonctionné. Bref, le corps voulait beaucoup de choses, mais ne voulait pas ça. Et donc, ça a été un peu une blessure, bien sûr, une blessure de femme, mais qui a aussi contribué à orienter ma vie différemment. Peut-être que j'ai vécu mon nomadisme beaucoup plus pleinement, beaucoup plus entièrement, parce que justement, j'avais pas cette attache ni cette responsabilité, surtout là, de la responsabilité liée aux enfants. Et donc, c'est marrant parce que quand je me suis retrouvée à préparer le tour du monde et que la poussette, la solution de la poussette s'est offerte à moi, je l'ai pris sans vraiment penser à ce que ça représentait. Il y a quand même une ironie incroyable de se dire j'ai pas pu avoir d'enfant et j'ai fait un tour du monde en signant 2 records du monde en passant aux yeux du monde pour une femme qui fait son footing avec son bébé. Enfin, l'image est quand même assez assez perturbante, assez puissante et voilà, et c'est aussi cette poussette qui m'a fait faire les plus belles rencontres, c'est cette poussette qui m'a protégée des mauvaises rencontres. Euh, et donc, je peux pas y voir autre chose qu'un signe, en fait. C'est, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi, ça m'a un peu frappé de plein fouet. Je raconte un peu dans le livre, mais cette poussette, elle avait une signification encore beaucoup plus profonde pour moi. Ouais, clairement. C'est pour ça que je me permettais justement d'en parler quelques minutes. Et puis, il se passe quoi depuis cette arrivée pour toi, ce tour du monde? Est-ce que tu as repris le nomadisme? Est-ce que tu t'es posé? Est-ce que tu as eu, pendant toutes ces années de course à pied, des réponses à tes questions? Est-ce que tu as résolu
j'ai pas répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser avant. Il s'est passé quoi derrière? Parce que Marie, à l'arrivée de ce tour du monde, n'est plus la même Marie qu'au départ, hein, très clairement. Il s'est passé quoi pour toi depuis 1 an et quelques mois? Ah bon, je pense qu'on est toujours la même personne. Ce qui change, effectivement, c'est le regard qu'on porte sur le monde. Et ça, chacune de mes expériences de nomade, dont celle du Tour du Monde, vient changer mon regard sur le monde, bien sûr. Mais moi, je suis toujours la même. La quête du monde que j'ai en moi, la quête du monde et la quête de sens que j'ai en moi, elle est toujours aussi présente. En fait, ce Tour du monde, c'était pas une parenthèse dans une vie autrement sédentaire. C'était une autre manière de vivre mon nomadisme. Et donc, finalement, le tour du monde est terminé. Oui, ça, c'est sûr, c'est une aventure qui se termine, mais tout comme quand je vais vivre 7 ans à Singapour et que je parle, c'est une autre aventure qui commence, etc. Donc, pour moi, j'essaye le plus possible, je le vis dans la continuité. Donc oui, ma vie de nomade, elle continue toujours. J'ai vécu l'année qui vient de s'écouler, j'étais revenue en Grèce, là je vais m'installer un peu au Royaume-Uni. Je me suis lancée, donc j'ai écrit ce livre, Le monde sous mes pieds, j'ai partagé en faisant des conférences. Et là, bah voilà, ça fait 1 an que le tour du monde est fini, je vais me relancer professionnellement maintenant. Reprendre ma carrière, parce qu'il faut pas oublier non plus que je suis revenue les poches vides, hein. J'avais mis toutes mes économies dedans, donc je suis revenue avec littéralement 0 sur le compte en banque. Donc il faut, j'ai une nécessité à ce niveau-là de me replonger dans ma carrière et de me reconstruire un peu aussi financièrement. Et puis bien sûr, je continue à rêver d'autres projets. C'est vrai que dans ce tour du monde, j'ai traversé 4 continents de part en part. Et je n'ai pas effectivement traversé l'Afrique. J'ai choisi l'Europe au lieu de l'Afrique. Donc, le prochain projet, donc je vous l'annonce presque en exclusivité, parce qu'il est déjà sur mon site internet, mais c'est effectivement la traversée de l'Afrique en 2025. Ah, génial, génial. Ah bah voilà, tu as répondu à une de mes questions, c'était, tu vois, après le projet d'après, donc l'Afrique. Est-ce que l'Asie également, c'est quelque chose que tu as en tête? Oui, l'Asie aussi, bien sûr. L'Asie, c'est plus compliqué, hein. J'ai des rêves, c'est un peu romantique, hein, mais de la soie, etc. Donc oui, je veux traverser l'Asie, bien sûr. Maintenant, géopolitiquement, en ce moment, c'est très compliqué. Oui. Donc, quand j'ai fait ma traversée de l'Europe, j'ai arrêté aux rives du Bosphore, donc à Istanbul. Donc, pour que ça ait du sens pour moi, il faudrait que je commence ma traversée asiatique sur les rives du Bosphore aussi. Et effectivement, ça induit. Alors, soit vous passez par le haut, par l'Ukraine, par la Russie, mais en ce moment, donc c'est pas possible. Soit vous passez un peu plus au sud et donc vous traversez tous les pays en ce temps. Je vous laisse un peu imaginer l'état des pays en ce temps en ce moment. C'est très compliqué géopolitiquement en ce moment, donc. Je sais que c'est des projets, je suis encore jeune, hein, j'ai que 46 ans. N'oublions pas que Serge et les autres ont fait leur tour du monde à plus de 60 ans. Donc, je me dis que j'ai encore du temps devant moi. L'Afrique, elle est faisable en ce moment. Géopolitiquement, il y a une petite route qui permet de passer d'un océan à l'autre sans trop de problèmes. L'Asie, je le garde pour plus tard quand j'attends de voir, quand quelque chose s'alignera, les conditions ou autres. Mais en ce moment, elle est pas tout à fait faisable. Donc, j'ai envie de la faire bien. Donc, j'attends d'être prête et que les conditions le soient aussi. Bon, génial, génial. En tout cas, c'est un super témoignage que tu nous as livré. Où est-ce qu'on peut te suivre, Marie? Alors, il y a ton blog. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse? Il y a le livre, effectivement, dont on a parlé, hein, aux éditions Kalman Levy, Le monde sous mes pieds, que je vous invite à vous procurer parce que vous allez connaître toutes les petites anecdotes dont on a parlé et bien plus encore. Mais où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te suivre? Alors, j'ai mon site internet, hein, qui a gardé la trace de tout ce tour du monde, donc c'est l'outilrun.com. En fait, mais si vous tapez juste mon nom, Marie Léoté, sur internet, vous allez trouver. Donc, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook et j'ai une page Instagram aussi. Voilà, donc je mets les nouvelles et bientôt, en 2024, je vais commencer à poster mes préparatifs pour l'Afrique. Donc, vous pourrez suivre un peu ça aussi si ça vous intéresse, naturellement. Et puis en 2025, vous suivrez ma trace sur le continent africain. Voilà, donc Facebook, Instagram et bien sûr le site internet qui a toutes les archives de ce tour du monde. Voilà. Bon, génial. Ben, écoute, Marie, un grand merci pour ce partage, pour cette histoire. J'avais hâte d'écouter tout ça. J'avais encore, bien évidemment, plein de questions. Mais j'invite à tous les auditeurs et les auditrices d'aller justement sur ces différents réseaux pour te témoigner leur admiration. Et ben, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour l'année 2024 et les autres également, mais notamment ce projet que tu prépares pour l'Afrique. On va suivre ça. Et une nouvelle fois, merci pour ton temps et bravo pour ce tour du monde qui est juste dingue. Merci beaucoup, Arnaud. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée.
N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux UltraTalk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'UltraTalk.